J'étais persuadé que ce que je faisais, c'était la seule façon de faire. Et que tous les autres qui allaient boire des apéros une fois par semaine, mais qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous allez boire des apéros alors que vous ne savez pas ce qui vous passionne ? Vous n'êtes pas en train de travailler dur pour pouvoir vous créer une carrière qui vous plaît ? C'est la passion qui a amené des projets professionnels ou c'est une vision professionnelle qui t'a permis de construire tes projets ? Je pense que j'ai pas trop de vision professionnelle et j'en ai jamais eu. Je suis un peu traumatisé par les personnes qui te disent « Avant, j'avais ce niveau-là. Avant, j'étais fort. Avant, je pouvais faire ça. Je veux pas ça. » Quel rôle ça joue pour toi, la religion, dans ta vie ? Et le rapport au sacré ? Ça joue un rôle très important, dans le sens où j'ai un guide, en fait, auprès duquel j'ai une responsabilité. Est-ce que ça t'embête de constater que les gens ne réfléchissent pas et n'ont pas beaucoup d'esprit critique ? Ouais, je sais pas à quel point on peut se permettre de dire ça, d'ailleurs. J'en ai rien à branler, moi. Ok les amis, bienvenue dans Sous Pression, votre podcast préféré que vous ne connaissez pas encore, quoique vous le connaissez déjà peut-être un petit peu parce qu'on a sorti un épisode. On est avec Nassim. Bonjour. Bienvenue à toi, ça fait très plaisir de t'avoir. Je découvre le Sous Pression en entrant dans ce studio. Hein. Oui. Je me dis, oh, ils ont des fiches et écrit Sous Pression dessus. On n'est pas là pour rigoler. Enfin si, mais... Ah ok, ouais. Il annonce la couleur. J'étais bien, moi je suis venu de bonne humeur. Hein. Tranquille. On n'est pas là pour mettre la pression. Plaisir de vous revoir en tout cas les gars. Plaisir partagé. Ça fait grave plaisir. Je vais quand même te présenter, même si je pense que la plupart des gens qui vont voir ce podcast te connaissent déjà. Donc, Nassim, 37 ans. Oui. Pionnier du fit game. Allez. Artiste dans l'âme. Oui, ça les gens complètement. s'en rendent moins compte, mais on va en parler aujourd'hui. Ouais, carrément. 19 ans de musculation. Ouais. 9 ans d'entrepreneuriat. Oh, t'as bien tes facts, hein. Précisément en plus, hein. Bien joué. De tête. Ah ouais, mais parce qu'il y en a plein qui le ratent, c'est exactement ça. T'es un peu un touche-à-tout. Je pense que les gens se rendent pas forcément compte, mais il y a quand même, tu produis tes vidéos, tu as fait du coaching pendant longtemps. Maintenant, tu coaches des coachs, t'apprends à des coachs avec meilleurs coachs. T'as ta salle de sport. T'as lancé une gamme de compléments alimentaires. Qu'est-ce que j'ai oublié ? C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Hein. Après, bon, t'as vu, tout est un peu dans le même domaine. Donc, oui, t'as créé un peu ton écosystème. Exactement. Ouais. Ok. Par contre, j'envisage de me lancer dans la pâtisserie, donc là, vraiment, ce sera touche à tout. Tu pourrais. Je pourrais 100%. Je pourrais 100%. Il y a un fond de vraie idée derrière. Cheat meal et bakery et compagnie, un truc comme ça. Non, mais voilà, pour que les gens se rendent un peu compte de tous les domaines que tu as explorés toutes ces années. Écoute, on a un petit truc pour commencer. Un petit jeu. C'est la main, c'est histoire de... C'est toujours plus cool de commencer par un petit jeu. Je suis chaud. C'est chauffer un peu, quoi. Un petit 60 secondes comme on connaît avec des oui-non. Puis t'as le droit de dire une phrase en réponse, mais le but, c'est pas de s'éterniser dessus non plus. Donc là, l'idée, tu me poses une question, je réponds par oui ou par non. Ouais, et si tu veux un petit peu mettre de la nuance, tu peux. Est-ce que tu travailles bien sous stress ? Non. Ok. Est-ce que t'aimes la politique en France ? Non. Ok. La musculation, c'est plus un travail ou un plaisir ? Un plaisir. Ok. Sur une échelle de 1 à 10, ton stress de vie, il est à combien ? Ton stress de vie, donc en général, dans ton quotidien ? Je dirais 2. Ok. Ouais. Ok, assez bas. Comptes-tu rester en France ? Et qu'est-ce qui te ferait partir si tu... Est-ce qu'il y a un critère qui fait que c'est pas possible pour toi ? Ah, ça c'est une excellente question. Est-ce que je reste... Je suis pas trop formalisé sur la France. Je peux me voir finir mes jours ailleurs. Ok. D'ailleurs, je peux me voir finir mes jours ailleurs en France, dans ma ville natale qui est Lyon, ou dans un autre pays. Qu'est-ce qui me ferait partir ? C'est une bonne question. Peut-être mon entourage. Peut-être si ma chérie, elle me dit, vas-y, on se casse. Je la suivrai sans aucune hésitation. Je pense pas que moi, automatiquement, j'aurais l'idée d'aller ailleurs. Okay. Mais je dis ça en novembre 2025, peut-être qu'en 2028 ou 2027, ce sera pas la même chose, tu vois. Je sais pas si tu as vu le général des armées qui a fait une petite annonce, on en reparlera après. Où il parlait de la guerre. Ouais, qu'il faut se préparer à ce que nos enfants, ils aillent se sacrifier. Ouais, voilà. Ouais. Très bonne peux-tu nous citer 2 peurs que tu as ? Ou deux trucs, 2 sujets qui te stressent, La peur de l'échec, sûr et certain. Et la peur de... Enfin, je sais pas. J'ai failli dire l'abandon, mais en fait, non, pas du tout. C'est pas quelque chose qui me fait peur. La peur du ridicule. Tu sais quoi, la peur du ridicule, on va dire ça comme ça. C'est tombé, on a plein de questions. Je commence à transpirer, là, ça va pas. Je me demande, comment est-ce qu'on peut lancer autant de projets quand on a peur de l'échec sans vivre tant de stress que ça ? On va y retourner. Est-ce que tu joues un rôle ? Je pense qu'on joue tous un rôle, hein. Ok.
dans ma figure de Nassim Saïli sur les réseaux sociaux, par exemple, oui, j'ai mon rôle de coach, mon rôle de professionnel. Je suis pas exactement comme ça dans la vie de tous les jours. Ok. Et dernière question, mentalement, est-ce que tu te considères comme équilibré? Je vais dire oui. Ok. Je vais dire oui, même s'il y a probablement beaucoup de nuances. Et si tu demandes à mon entourage, peut-être qu'il serait pas d'accord. Qu'est-ce que dirait ton entourage? Je pense qu'il dresserait une liste infinie Une liste noire. de travers, de manières, de défauts, même si je suis sûr qu'il m'aime. Ok. Sympa ces petites questions. Pas mal, hein. Ouais, Ouais. sympa. J'ai envie de te demander, parce que du coup, tu as un grand échantillon de tout ce que tu as vu, de toutes Ouais. les personnes que tu as rencontrées, que tu as aidées. C'était quoi, globalement, leur motivation? Et qu'est-ce que tu as observé chez eux en termes de santé mentale et qu'est-ce qui t'a surpris? Est-ce qu'il y a des trucs où tu t'es dit, ah ouais, waouh, c'est chaud comme... je sais pas, comme Driver, comme motivation, comme source de motivation, ces choses-là, tu vois. Qu'est-ce que tu vois le plus globalement et qu'est-ce qui t'a surpris dans ce que tu as pu voir, tu vois? Alors, on va voir si vous trouvez ça surprenant ou pas. Ok. Mais de tous les clients que j'ai coachés, et sans me vouloir vanter ou quoi que ce soit, je pense qu'il y en a plus de 10 000. Ok. Entre tous mes programmes, etc. Beaucoup voulaient changer parce qu'ils n'étaient plus à l'aise avec l'image qu'ils renvoyaient aux autres. Ouais. Donc, tu vois, il y avait un désir de changer en partie ou même peut-être principalement pour les autres. Pour que les autres puissent dire « Ok, regarde, lui, il a un beau corps, il arrive à maîtriser son taux de masse grasse, il est fort, il est performant, etc. » Et les considérations perso, elles venaient qu'un peu plus tard. Peut-être même pas en deuxième ou en troisième position. Hein. Des fois, elles étaient encore un petit peu plus basses. Et ça, c'est clair et net, c'était chez la majorité des gens. Pas la totalité, évidemment, mais la majorité des gens. Ils avaient envie de changer parce qu'ils voulaient que leur compagne, leur Ils se faire compagnon accepter, en fait. se fait exactement désir d'acceptation et de prouver qu'ils en étaient capables aux yeux des autres. Mhm. Mais j'ai eu un peu moins des personnes qui voulaient se prouver qu'elles en étaient capables pour leurs propres yeux, pour leur propre personne. Ok. Bah, en fait, ce que tu dis derrière, c'est l'instinct grégaire domine ce qui va motiver les gens, quoi. Absolument. Ouais. Mais du coup, ça fait que tes drivers, tes motivations sont externes à toi. Absolument. Et pourquoi moi, ça me surprend? Parce que j'ai pas commencé la musculation dans cette logique-là. Ouais. J'avais un petit peu la motivation inverse. Donc c'était quelque chose d'intrinsèque et c'était quelque chose vraiment pour pas me combler entre guillemets, mais presque en fait, si je vais utiliser ce mot, me combler moi, mes propres besoins, mon amour propre, sans trop m'occuper de ce que les gens pourraient penser ou de ce que les gens pourraient dire de mon physique, de mes performances, de mon travail, de ma personne, etc. Donc c'est pour ça que je ressentais pas un décalage, je dirais pas jusque-là, mais un petit peu de surprise en me disant « Ah ouais, la majorité des gens, ils ont cette motivation-là, alors que moi, je n'ai pas du tout commencé la musculation et le sport en général pour ça. » Tu l'as découvert sur le terrain, du coup. J'ai découvert sur le terrain. Et assez tard, hein, parce que le coaching, vous imaginez, il a commencé tout doucement au début. Et puis après, au bout de 3, 4, 5 ans, j'ai commencé à avoir un peu plus d'audience, plus de clients, etc. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, je pense que toute ma vie de coach, je vais être confronté à ça. Alors qu'au début, c'était un peu rare, étant donné que j'avais pas beaucoup de personnes. J'ai une question. Tous les projets que tu as bâtis et tout ça, est-ce que quand tu t'es lancé, c'est la passion qui a amené des projets professionnels ou c'est une vision professionnelle qui t'a permis de construire tes projets? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est 100% la passion. Ok. Je dois vous avouer que je pense que j'ai pas trop de vision professionnelle et j'en ai jamais eu. Ok. Je me suis jamais dit je veux faire ça parce que je considère ça comme une carrière, comme un travail, comme une façon de payer les factures, de générer du revenu. C'était vraiment qu'est-ce qui va me faire plaisir. Et c'est un peu bête, hein. Faire ça, il y a de la rigidité, il y a du doute, il y a de l'enjeu. Ouais. Et ça peut paraître un petit peu, tu vois, un petit peu, comment dire. J'ai un mot, mais je sais pas, c'est prétentieux ou... Non, mais Ok. du genre tout beau tout rose, Presque le gars utopique. qui dit ouais voilà presque utopique, Ok. le gars il commence son truc pour la passion, mais c'était vraiment ça. Mhm. Et je pense que j'ai eu la chance, de par mon éducation et mon environnement, qu'on me transmette le désir de faire ce qui me plaît. Il anticipe Ok. mes questions. Là. Aïe. Non, mais très bien. Et du coup, ça a joué à mon avantage, clairement, hein, parce que j'ai eu la chance aussi de trouver ma voie, entre guillemets, et de pas trop avoir à la chercher, et au final de me retrouver dans quelque chose qui me faisait plaisir vraiment, et dans lequel je pouvais accessoirement créer une carrière au final. Ça, ce que tu dis à la fin, là, c'est un des trucs face auxquels je trouve que je suis le plus impuissant. C'est-à-dire que moi, j'accompagne des gens, je fais un travail d'introspection avec eux et tout ça, Ouais. travail de fond et tout. Et en fait, je me rends compte que quand les gens ne savent pas quoi faire, tu vois, s'ils n'ont pas de passion, de trucs,
c'est l'endroit où c'est le plus dur, je trouve, de travailler, de faire quelque chose, parce que une fois que tu as une passion, tu peux te construire autour. Il y a vraiment ce truc épanouissant, quoi. Mais tant que tu l'as pas et que tu sais pas ce que t'aimes, bah, t'es un peu en train de nager. Et tu sais, je croise, j'ai même plein de potes, même des personnes dans ma famille et tout, qui sont là, qui font des trucs qu'ils aiment pas forcément, mais ils savent pas quoi faire d'autre, tu vois. Et quand tu leur demandes, mais qu'est-ce que t'aimes faire, qu'est-ce qui te passionne, t'as l'impression qu'ils se sont jamais posé la question parfois. Ouais. Mais comment on trouve sa passion d'ailleurs? C'est que moi, je me rappelle même pas comment j'ai trouvé ça. C'est pas en cherchant sa passion. C'est vrai. C'est juste en vivant et en faisant des trucs. Des trucs que t'aimes, tu vois. Tu vois, on a eu Ibra TV dans le podcast. Même chose, même discours que toi. Ouais. Il s'est toujours concentré sur le process, sur ce qu'il faisait, sur qui fait ce qu'il fait. Il a jamais eu d'attente, il s'est jamais dit je vais réussir. Donc je vois un pattern qui se répète là quand même. C'est sûr. Parce que, tu vois, la première chose qui m'a fait un peu vibrer, entre guillemets, c'est tout ce qui est artistique. Bon, t'en as parlé dans ta présentation. Ah ouais, j'ai une question là-dessus, ouais. Et là, c'était destiné à ça un petit peu. Exactement. T'es en école d'art plastique, c'est ça? Tout à fait, ouais, tout à fait. Grand frère t'a motivé à faire de la muscu. Exactement. Et tu t'es découvert t'as pris plaisir et finalement t'as réussi à rallier les deux plus tard dans la création de contenu. C'est tout à fait ça. Mais tu vois, ce que je produisais quand j'étais plus jeune, c'était vraiment des choses qui étaient liées à l'art. Donc quand j'avais 3 ans, mon frère il ramenait de l'école des cartes Dragon Ball Z, moi je les dessinais. Je voulais pas jouer avec. Après, plus tard, quand j'achetais des bandes dessinées, j'essayais de faire mes propres cases, moi aussi, tu vois. Ensuite, j'ai découvert l'infographie, donc je passais des heures à faire modéliser des trucs en 3D. Et ça, c'était quand j'avais 13-14 ans. Et ça a continué, en fait, comme ça, toute ma vie, jusqu'à ce que je rentre en école d'art plastique, et où l'expérience a été un peu différente, très positive, mais un peu différente. Et puis après, il y a eu la musculation qui s'est mixée à ça. C'est quand même 2 mondes assez opposés en apparence, je trouve. En apparence. Ouais. Mais au final... Est-ce qu'ils sont pas très proches? Est-ce que l'esthétique, est-ce que la musculation dans une logique de culturisme, de sculpter son corps, est-ce que, pour moi, c'est limite l'expression artistique de base. C'est ça qui te motive. Tu es ton propre sculpteur. T'es ton propre sculpteur, et en plus de ça, je sais pas si vous, je pense que si, vous avez déjà vu des compétitions de bodybuilding, etc. Ouais. Aujourd'hui, ça ressemble plus à un show du plus gros. On dirait que t'es au salon de l'agriculture. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Ton meilleur bovin reproducteur. C'est exactement ça. C'est horrible. Mais pas inséminer tes vaches. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est un peu le cirque qui sera le plus gros, le plus massif. Mais à une époque, il y avait une certaine dimension artistique. Il y avait une noblesse. Et d'ailleurs, je sais pas si vous êtes au courant de cette anecdote, Arnold Schwarzenegger, dans l'âge d'or du bodybuilding dans les années 70, il faisait du posing dans des musées. Ah, j'ignorais ça. Il a fait des représentations, il y a des vidéos d'ailleurs au musée d'art moderne de New York, où c'est une performance artistique, il est au milieu d'une pièce, il y a plein de monde qui sont là en train de le regarder, et lui, il est sur une plateforme tournante en train de faire des poses, en mode, je suis une sculpture vivante, regardez-moi, c'est ma performance artistique. Et pour moi, c'est vraiment une expression artistique. Alors je sais que certains, en écoutant et en regardant, ils vont se dire, mais pour qui il se prend? Il est complètement déliré, mais pour moi, ça fait sens en tout cas. Ah non, si jamais vous tenez un musée, contactez Nassim, il voudrait pouvoir... Je vais me foutre en slip et je vais poser, donc vous êtes prévenus. En vrai, quand je vois le niveau des performances artistiques dans les musées d'art moderne, franchement... Je serais content de passer à côté de toi. On se dirait qu'un bodybuilder, c'est pas si délirant que ça. C'est pas si délirant. Ah, si tu vois un gosse de 2 ans dans un musée par terre en train d'étaler et de jouer avec son caca, tu sais pas si c'est une représentation artistique ou pas, tu vois. On en est là. C'est exactement ça. Donc en vrai, je comprends. Après, le penchant de ça, c'est intéressant parce que ça rejoint pas mal de questions qu'on a pour toi. C'est quand tu commences à te considérer comme ton propre sculpteur et que tu commences à considérer ton corps comme une œuvre d'art, à quel moment est-ce que tu es prêt à te sacrifier toi en tant qu'individu pour pousser très très loin le truc de l'esthétique et de la performance. Je suis un objet, tu vois. Ça, c'est une excellente question. Assurément, j'ai pas franchi cette limite. Je pense que je garde quand même un petit peu de recul sur le fait que c'est aussi un métier aujourd'hui pour moi. Et que je peux pas me voir comme un artiste qui n'aurait aucune limite autre que son expression artistique. J'ai quand même certaines responsabilités, je dois quand même, je pense, jouer avec certaines règles du jeu. Et puis avec certaines lois de la physique aussi. Certaines lois de la physique, absolument. Donc je suis très à l'aise avec le rôle que j'occupe aujourd'hui. Peut-être qu'il évoluera, peut-être qu'il n'évoluera pas. En tout cas, il n'y a pas de... Je veux dire, il n'y a pas de désalignement entre ce que je fais et ce que j'aimerais faire. Ce qui est quand même un des trucs les plus importants, je pense, pour durer dans le temps. Je pense aussi. Ouais. Être aligné entre ce que tu fais et ce que tu veux faire au fond. Bon, déjà, se poser la question de ce que tu veux faire au fond pour savoir si tu es aligné ou pas, c'est déjà la première étape. Ouais. Certains ne l'ont pas encore passé.
Moi, c'est mon avis, mais pour que ça soit possible, faut être capable de lâcher ce que t'as, parce que si jamais à un moment ça évolue, ton désir évolue, en fait, ma question qui vient, c'est est-ce que tu serais capable de lâcher ce que t'as si t'as quelque chose d'autre qui émerge, et est-ce que tu fonctionnes comme ça, du coup, énormément, tu fais évoluer tes projets, tu laisses finalement te construire autour de ton désir, tu vois, pas juste pas la pulsion, le truc. Absolument. J'ai aucun mal à évoluer, à passer à autre chose et à changer complètement de trajectoire s'il le faut. Je suis pas vraiment nostalgique, tu vois. J'ai pas vraiment ce désir de m'attacher à quelque chose parce que je suis dedans depuis plusieurs années, que ce soit un travail, une relation, j'en sais rien. J'ai aucun mal avec ça. Et si dans quelques années, je ne fais plus du tout de musculation et que je suis à fond dans quelque chose d'artistique, je pense que je serais très à l'aise avec ça. Ok. C'est vraiment un gros critère, selon moi, de la liberté, parce que sinon, il y a beaucoup de gens qui construisent un truc et ils deviennent prisonniers de ce qu'ils ont construit. Ils sont enfermés, ils s'enferment. Alors qu'à la base, ça émergeait peut-être d'un désir et tout ça, mais après, il y a la peur de perdre qui vient se rajouter à ça, il y a tout ça, tu vois. Et la peur du regard des autres aussi, de se dire, attends, que vont penser les autres de moi si j'abandonne au bout de quelques décennies ou quelques années? Qu'est-ce que ça dira de moi? Est-ce qu'ils vont accepter mon changement? Est-ce que ça va pas leur renvoyer à eux-mêmes leur manque de flexibilité et leur désir de rester accroché à quelque chose qui ne leur plaît pas? Donc ça fait quoi, plein de choses. Les gens sont agressifs dans ce genre de... Si tu accordes de l'importance au fait de plaire à l'audience que tu as construite, d'une certaine façon, tu t'emprisonnes un petit peu, je pense. Ouais. Des fois, il faut leur déplaire. Ça peut leur C'est marrant, c'est exactement ce que disait Alexandre Astier dans sa promo de Kaamelott. Je l'avais en tête. T'avais en tête aussi. Moi, j'allais te lancer sur Alexandre Astier. J'ai trouvé ça très pertinent. D'ailleurs, on veut l'inviter aussi. Ah, mais ça si jamais vous avez... on a un contact, en fait. Si jamais vous avez des contacts... Faites tourner. Mais oui, je trouvais ça très pertinent ce qu'il a dit, et c'est complètement ça. Et moi, ça fait 5-6... Enfin, même plus en réalité avec Kaamelott, mais ça fait 5-6 ans que je suis vraiment ce que lui fait en tant que personne. Et je trouve ça ouf, sa relation justement à ça et le degré de liberté qu'il a acquis. Et il se prive pas, quoi. En fait, il a du recul sur sa propre activité et son propre art. Et je trouve que c'est plutôt cool. Ok, très cool. Est-ce que tu as un petit peu abordé le sujet tout à l'heure, mais ma question c'est, toi, à la base, c'était pas vraiment sportif, tu as découvert ça assez tardivement, vers tes 18-19. Ouais, exact. Est-ce que tu dirais que la muscu, ça a réparé quelque chose chez toi, révélé quelque chose chez toi? Est-ce que ça t'a transformé Est-ce que tu dirais que ça a transformé ton identité? Oui. Dans quel sens? Déjà, mon caractère, j'étais très timide. J'étais même très, très, très timide. C'était difficile pour moi d'aller à la boulangerie acheter une baguette de pain. J'envoyais ma petite sœur à ma place. Moi aussi. Ah ouais? Ouais. J'osais pas descendre de la voiture pour acheter le pain. C'était la même. J'étais... Alors que là, quand t'es arrivé, t'étais à l'aise. Hein. Ouais, mais... Il se croit chez lui, le gars, et tout. C'est un peu vrai. Je dirais pas que j'avais une timidité maladive, mais c'est vrai que j'étais vraiment timide et j'avais beaucoup de mal à parler aux autres, en fait. Et ça a totalement disparu avec la musculation. Okay. En fait, je pense que la musculation, le fait de m'obliger à aller dans une salle de sport à des heures où c'était blindé quand j'y allais, c'était le lundi soir, 18h, la salle était pleine. Pousser des cris. Et tu vois, dans la salle où j'ai commencé, il y avait aussi une camaraderie qui faisait que tout le monde se disait bonjour. C'était familial. Ouais, c'était développé de l'aisance relationnelle. Ça ressemblait à une salle de quartier un peu association. Sentiment d'appartenance et tout ça. Exactement. Et du coup, ma timidité, elle est partie en fumée à ce moment-là. Donc, je pense assurément que la musculation, ça a aidé sur ma timidité. Ça a dû aussi faire évoluer mon caractère sur d'autres points. Je ne saurais pas dire lesquels comme ça. Mais en tout cas, mon rapport aux autres, effectivement, il a changé grâce à la musculation. Alors que c'est un sport individuel, c'est un peu bizarre. Mais le fait d'être confronté aux autres dans une salle, d'y aller aussi avec mon frère, avec qui je me suis toujours bien entendu, avec qui je m'entends toujours bien aussi, ça permettait de me confronter aux autres, quoi. Avant ça, t'étais pas de genre très social, t'allais pas facilement vers les gens, tu restais un peu tout seul dans ton truc. Je restais 100% seul. À faire des infographies. Quoi. Ouais, vraiment. Je restais jusqu'à 2h du matin sur mon ordi. Je suis jamais sorti beaucoup de toute façon. Un no-life. J'étais pas un no-life, mais je faisais pas partie des gens populaires du collège et du lycée. Ouais, okay. Donc, je préférais parler de jeux vidéo avec mon petit groupe de potes et puis de faire ce que je faisais dans ma chambre sur mon ordinateur, les petites infographies et tout. Tu penses être introverti dans le sens...
moi, comme ça, je le définis, c'est le fait tu t'es mieux tout seul, en fait, tu te décharges un peu avec les autres et ça te prend quand même tes batteries sociales. C'est pas de la timidité, c'est de la gêne. Tu peux être extraverti et timide, donc là, donc tu te recharges avec les autres et en plus... Donc toi, tu te situerais où sur ce... Avec mon associé, on en a eu marre de voir les petites formations sur Internet qui t'expliquent comment aller mieux, comment prendre soin de toi et comment gérer ton stress. On a vu que c'était le bordel globalement. Quand tu regardes 2 sources différentes, en l'espace de 2 minutes, t'as des informations contradictoires. C'est hyper dur de faire un tri avec toutes ces informations et d'apprendre réellement à gérer son stress. Donc on a décidé avec mon associé de sortir une petite formation pour pallier finalement à ce déficit du marché qui ne propose rien qui soit adapté à toi. Dans ce petit cours, on parle de gestion du stress, de psychologie, de fonctionnement de l'humain, de faire du sport qui permet de prendre soin de toi et sans te violenter pour pouvoir te préserver sur le long terme. On parle aussi de relations, de communication. Le but de ce petit cours, c'est de vous donner le maximum d'informations pour le prix le plus bas possible et de façon la plus complète possible. Donc je vous invite vraiment à cliquer sur le lien et à aller voir cette formation parce que ça pourra réellement changer la façon dont vous gérez votre vie sur les prochaines années. Je vous dis à bientôt et je vous dis bonne continuation pour cette vidéo. Complètement introverti. Ouais. Ça te vide tes batteries de faire un podcast? Non, pas un podcast. Mais tu vois, une soirée, par exemple, on va prendre le truc typique, soirée avec des amis, chez quelqu'un ou au resto. Il y a un moment où c'est extrêmement difficile. T'as envie de te barrer, de dire au revoir à J'ai personne? envie de me barrer, j'ai envie de dire au revoir à personne. Et je pense que c'est aussi pour ça que je me suis construit le métier que je fais aujourd'hui. C'est parce que j'aurais jamais pu travailler dans une entreprise classique et faire les pauses café à 10h, raconter ma journée, parler de mes vacances, etc. Être un PNJ, quoi. Être un PNJ. Toi, t'es Il dur, est violent, toi. il met des coups de... Non, mais c'est ça. T'aurais jamais pu être un PNJ, y a pas de mal à ça. Mais oui, il faut de tout. C'est pas du tout quelque chose qui me... Genre, avoir une vie qui soit pas originale, ça t'angoisse? Oui, alors, je vais l'avouer, oui. Ok. Je pense qu'il y a aussi... Je pense qu'il y a aussi ce désir de... je vais faire un parallèle avec le cinéma parce que c'est aussi ma passion. Il y a aussi un petit peu ce désir de vouloir être le héros de ma propre histoire. Être le main character. Ouais, même si c'est vraiment un terme qui me rend fou et que les personnes qui se comportent comme le main character, ça me rend fou aussi. Oui, c'est parce que au fait d'avoir aucun respect pour personne. Exactement. Rien à foutre, ouais. J'espère ne pas être comme ça, je pense ne pas être comme ça, mais c'est... Le salaud. Je me casse les mecs, franchement, je suis mal reçu, c'est fou ça. En plus, on a été giga bien reçus chez toi, mais nous, Oh là pas là, de quartier. franchement, Quoi. Il est très, très confortable. Mais c'est intéressant de réussir à, déjà, d'assumer ce côté où je veux être le caractère principal, je veux faire de grandes choses, je veux avoir de l'ambition, je veux suivre mon ambition, et en même temps, pas nuire à autrui et pas le faire au détriment de l'autre. Mais vous savez que j'ai quand même beaucoup de recul par rapport à ça, par rapport à avant, il y a 10 ans en arrière. J'aurais assumé le fait de me dire je ne veux pas être comme les autres et les autres vous êtes des PNJ et votre vie n'a aucun sens. Très radical et vraiment. Moi j'ai très... pas dit ça. Hein. non. Ça y est, Nassim l'a foutu dans la merde. Non mais tu vois, c'était aussi, je sais pas si c'était une époque propice à ça, mais où les personnes se félicitaient d'être entrepreneurs solitaires, différents des autres, travaillaient beaucoup dans la journée. C'était pas à la mode. Il y a 10 ans. C'était le début. Ah ouais? Être entrepreneur. Bah moi, j'avais vraiment l'impression que c'était l'époque où les autres les autres. Ouais. Les modèles que j'avais d'entrepreneurs t'encourageaient à être solitaire, à ne pas écouter les autres, à être oui, c'était la enfermé. bague dev perso, renie tes anciens amis. Voilà, exactement. Si t'es la personne la plus intelligente de la pièce, change de pièce. Tu seras jamais mieux avec par toi-même. Exactement. T'as sorti toutes les bonnes phrases. Seule culture. T'as sorti. Deviens triste et déprimé, oui, c'est normal, t'inquiète. Oui, exactement. C'est vrai qu'il y a 10 ans, on était en plein là-dedans. T'as sorti toutes les bonnes phrases. Et aujourd'hui, je pense, je sais pas si c'est l'âge, la sagesse ou j'en sais rien, mais bon, j'ai quand même beaucoup plus de recul là-dessus. Et je suis persuadé qu'il n'y a pas une façon de vivre sa vie. Hein. Moi, je suis à l'aise comme ça et je connais plein de personnes qui sont intéressantes et qui n'ont pas du tout les mêmes désirs et qui apprécient de passer des soirées entre potes, à raconter leur vie, à parler de leurs vacances, à avoir un train-train quotidien qui est un peu plus classique. Et ça en fait pas de... Ils se prennent pas la tête. Moi, ils se prennent pas la tête. J'avais remarqué un truc, c'est qu'il y a une période où j'essayais de sortir les gens de ce train-train, justement parce que pour moi, c'était l'horreur. Du coup, je me disais, non, mais c'est pas possible qu'il aime ça, il se raconte une histoire, tu vois. Non, mais en fait, si, c'est possible, mais moi, j'avais pas besoin de ça, quoi. Enfin, en fait, je fuyais ça comme la peste, et comme tant que t'as encore un pied dedans, un pied à l'extérieur, ou que tu viens de sortir de ça, t'as encore envie de dire, non, mais les autres doivent... Bah non, pas forcément. Pas forcément. J'étais comme ça aussi, j'étais un prosélite.
C'est fou, hein. Il s'est toujours imposé lui. Oui, oui. Casser les couilles de tout le monde. Mais si, je détiens la vérité absolue, en fait. Ouais. Tu dois voir le monde comme moi. Mais c'est bien aussi d'avoir un peu changé d'avis. Encore que. Non, mais d'avoir un peu mis de l'eau dans son vin. Parce que je pense que c'est aussi l'expérience qui te montre que on n'a pas raison. On n'a pas forcément raison. Les autres n'ont pas forcément tort. Et puis, au final, chacun vit sa vie comme il le veut, tant que ça ne déborde pas sur la tienne. Hein. Mais c'est encore de la logique grégaire. C'est rejoins-moi, tu vois. C'est ça, au fond. C'est, je veux pas être tout seul dans mon truc, rejoins-moi pour. Tu sais, c'est une façon de la publicité. Elle est faite davantage pour te confirmer que tu as fait le bon choix plutôt que pour t'influencer. Tu vois, c'est plus pour continuer, tu vois, à consommer que vraiment te faire passer à l'acte d'achat. Et donc finalement, c'est la même chose. C'est j'appartiens au bon groupe, tu vois. Je suis du bon côté du rivage, tu vois. Complètement. Viens, je tire. Viens, je te tire. Non, en fait, il y a plusieurs rivages et puis ça se passe bien, mais et ça peut être difficile, quoi. Carrément, ouais. Tu vas dire un truc là, qui m'inspire. Sinon, j'ai l'anecdote. On va peut-être partir là-dessus. Sauf si tu veux. Vas-y, c'est bon. Là, je le sens. On t'a proposé de préparer une année. Il était là en pression. Mais qu'est-ce que je vais faire? On allait dire une anecdote sur lui. Déjà, j'arrive 8 heures en retard en plus. Je suis arrivé 30 minutes en retard. Je regarde la caméra parce qu'on s'est. Je me suis trompé d'adresse. Il y a eu un bug. Responsabilité partagée. Du coup, on te propose de nous raconter une anecdote vraie et une anecdote fausse dans l'ordre que tu veux. Et nous, derrière, on doit déduire laquelle est vraie, laquelle est fausse. On va voir là s'il est bon acteur ou pas. Ouais. Ok, j'en ai une, mais vraiment. Il est en casting. Tu fais bien d'aborder ça. Tu fais bien d'aborder ça. Voici ma première anecdote. Vous devinerez si jamais elle est vraie ou fausse. Et du coup, j'ai fait un casting justement pour participer à une télé-réalité quand j'étais plus jeune et j'ai été accepté. Donc j'ai participé à une télé-réalité. Je vais pas vous dire quand même quelle était la télé-réalité. Elle est passée à la télévision sur une chaîne de la TNT. Il y a quelques années en arrière, donc on a dû pouvoir voir ma tête dessus, je pense. Hein. Donc t'as accepté toi aussi? Ah ouais, j'ai accepté, ouais. Ouais, j'ai participé vraiment à une télé-réalité quand j'étais plus jeune. Quelle année? C'était... Alors attends, je suis parti en vacances avec mes potes. 2009. Soit il ment très très bien. C'était 2009. Ah oui. Ouais, c'était il y a longtemps. J'étais jeune. Hein. 2009, j'avais 22 ans. Je suis dans le 87. Ouais. Okay. Donc ouais, je suis monté sur Paris, on a fait les émissions, c'était filmé et tout. C'était vraiment cool, une expérience assez marrante. Si c'est vrai, il y a forcément des gens qui sont tombés dessus et qui l'ont vu. Télé-réalité. C'était en 2009, mort, hein. Tu sais, c'était un petit moment. Deuxième anecdote. C'est la ferme célébrité. J'ai joué le taureau. Avec Greg le millionnaire et Michael Vendetta. C'était moi. Je n'en dirai pas plus. Okay. Deuxième anecdote. Petit voyage aux États-Unis avec des collègues. On va à Los Angeles, à Venice Beach. On commence notre périple là-bas. Moi, évidemment, je voulais aller au Gold Gym me faire ma petite séance de musculation. Donc, on se prépare pour aller au Gold Gym. Et juste avant, on se dit, on va quand même aller déjeuner parce que, bon, après, on n'aura pas le temps, ce sera pas terrible. On rentre dans un resto un peu au hasard à Venice Beach et on tombe sur qui? Sylvester Stallone. Et on se retrouve à la table à côté en train de prendre notre déjeuner à Venice Beach, Los Angeles, avant d'aller faire une séance au Gold Gym mythique où il y a Arnold Schwarzenegger qui s'entraîne. Et après, il a dormi avec. En fait, il nous fait une Oussama Hamar. Et ça, c'était... Attends, je te retrouve l'année. C'était 2016. C'était 2016. Ok. Un petit voyage qu'on avait fait à Los Angeles et San Diego. On était allé voir une convention sur le marketing, d'ailleurs. J'étais allé avec mon ancien associé avec qui je bossais. Je plein de détails pour brouiller les pistes. Avec qui je bossais pour le marketing, le web marketing pour mes programmes, etc. En 2016. 2016, ouais. Sur ces programmes. Ah pardon, je confonds 2016 et 2006. Ouais. Oui, 2016 pour ces programmes, l'année où il a commencé la muscu. Ouais, pour mes programmes, okay. Exactement, mes premiers programmes de muscu. Souvenir de fou, je tombe sur une star américaine comme ça, moi fan de cinéma, fan de Rocky, fan de Rambo, tout ce que tu veux, Sylvester Stallone, la table à côté. J'étais choqué, et il est impressionnant, charisme et tout. Putain, et moi j'arrive pas à savoir. Mais de toute façon, les bons mensonges, il y a un fond de vérité. Donc si la télé-réalité c'était vrai, ça serait déjà sorti. Or, j'ai jamais entendu. Non, pas forcément. 2009. Enfin, quoi que 2009. Ah ouais, non, ça. Ah ouais. 2009. Ok, t'avais 22 ans. Ouais, c'est ça, ouais. 2009, c'est l'année où j'ai commencé la muscu. Il y avait déjà le forum All Musculation.
Il y a mes Rudy Koya, voilà. C'est tout. Ouais, mais oublie pas que moi, mon Facebook fitness, je l'ai créé en 2011, hein, donc j'étais pas sur les réseaux sociaux encore. Hein. Et la chaîne YouTube? Chaîne YouTube, ma première vidéo, c'est 2012, mais c'était une vidéo d'entraînement où je parlais pas. J'ai vraiment commencé les vidéos en 2014 à publier régulièrement. Ok. Moi, je dirais que le jeu d'acteur est bon, mais moi, je dirais que la deuxième Il en a est trop fait. fausse. Il surjoue ouais. de ouf. Ouais, je dirais aussi ça. Je dirais que la première est vraie, la deuxième est fausse. Je surjoue de ouf. Ouais, il joue bien quand même, il joue bien. Je dirais ça, ouais, franchement. Vous dites ça tous les deux? Intuitivement, je dis ça, mais. La façon dont tu l'as raconté, on dirait que tu racontes une scène que tu rêverais de vivre. Putain. Que t'as jamais vécu. Mais c'était un rêve, hein. Écoute. Non, c'était un rêve de vivre ça, tu vois, d'avoir Sylvester Stallone à côté. Tout à l'heure, on dirait que tu racontes un rêve que t'as eu. Bon, bref. Vous dites la deuxième? Bah, moi, je pense que la première est vraie. Première est vraie? Ouais. Vous avez raison. Ah, yes. Vous avez raison. J'en ai trop fait, t'as raison. J'en ai trop fait. T'es quand même un bon acteur, mais à la fin, il y avait une dose en trop. Quoi. Ah ouais, j'en ai trop fait, t'as raison. J'ai compris que j'avais passé un petit peu la limite. Si t'as un truc, j'enchaîne pas, mais si t'as pas de truc, j'enchaîne. Enchaîne. Okay. Moi, j'enchaîne. Alors, bonjour. J'ai envie de parler un peu de ton enfance, du contexte dans lequel t'as grandi. Allez. T'es né à Lyon? Je suis né à Lyon, ouais. Donc, t'as toujours été à Lyon? Ouais. T'as jamais bougé? J'ai jamais bougé. T'es attaché aux racines? Ouais. J'ai bougé quelques années à Saint-Étienne pour ma licence d'art plastique. J'avais pas le choix. C'était la seule fac qui dispensait. Le début d'un mauvais épisode. Mais c'est un mauvais épisode. Ah ouais, c'était horrible. Il était en fac d'art plastique à Saint-Étienne. Ah ouais, ni fait ni à faire. T'aurais pu être à Poitiers. Encore ça. Saint-Étienne, c'est dur. Hein. Je vous aime les Stéphanois, mais quand même, voilà. Bref. J'ai même mis les pieds là-bas, mais je sais pas, j'en ai une mauvaise image. Mais c'est pas très loin de Lyon, en fait. Ouais, c'est à côté, c'est pour ça. Donc, ouais, non, dans quel contexte t'as grandi? Du coup, t'as un grand frère? J'ai un grand frère et une petite sœur. Ok. Un grand frère. Il est beaucoup plus vieux? Non, il a 3 ans et demi de plus que moi. Okay. Et ma petite sœur, elle a 2 ans de moins que moi. Ok. Donc, on est relativement proches. Donc, c'est assez proche. T'es assez famille, toi? Oui. Ouais, je les vois tout le temps. Mon frère, j'étais avec lui ce matin, j'étais avec lui hier. Okay. Ma sœur, je la vois plusieurs fois par semaine. Elle vient s'entraîner à ma salle de sport. Oui. Tout le monde fait du sport. Tout le monde fait du sport, ouais. Tes parents font du sport? Mes parents, maintenant, ils font plus de sport, non? Mais ils en faisaient avant. Ils en faisaient avant. Mon père a toujours été plutôt actif. Mes parents sont, en général, de toute façon, très actifs. Okay. Ils bougent beaucoup. Ils font leurs 10 000 pas par jour. Donc, sur ça, il n'y a pas de souci. Tu vérifies? Je vérifie, bref. Je vérifie, littéralement. Non, mais littéralement, ma mère, j'ai dit, bah, attends, je veux voir ta montre. Tu prends tes oméga 3 et ta créatine tous les jours. Ouais, je vérifie ça. Il faisait quoi dans la vie? Alors, mon père était ouvrier, il travaillait dans le nettoyage. Il a travaillé toute sa vie dans le nettoyage, d'ailleurs. Okay. Donc, il est arrivé en France à 17-18 ans. Donc, mes 2 parents sont nés en Algérie. Okay. Mon père est arrivé à 17-18 ans, je crois, peut-être un tout petit peu avant. Okay. Et il a fait du nettoyage toute sa vie. Hein. Tu vois, pas de diplôme, il a fait ce qu'il a pu. Charbon. Voilà, quand il est gros bosseur, quand il est arrivé en France, jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite l'année dernière. Okay. Donc, très récent. Et puis ma mère, elle a oscillé entre de la couture, parce qu'elle a passé un CAP couture quand elle arrive en France. Ma mère, elle arrive en France un peu plus jeune, un peu avant d'avoir 10 ans, je crois. Donc CAP couture, et puis après, elle a gardé des enfants. Donc auxiliaire puéricultrice. Ok. Voilà. Pour te flinguer le dos. Oh, c'était dur, hein. Ouais. C'était dur. Mais au moins, elle est bien avec les enfants. Et elle a toujours été bien avec les enfants. C'est sportif, les enfants. C'est sportif. C'est sportif. Et mon père aussi, franchement, courage hein, quand même à lui. Il a travaillé 20 ans de nuit. Ah, putain. Donc, ça t'explose la santé. Ça explose. Donc, en fait, il faisait l'entretien des machines industrielles dans une usine qui faisait des... Comment on appelle ça? Des cacahuètes et des noix de cajou, etc. Donc, il s'occupait de nettoyer les machines pour qu'elles puissent reprendre le jour. Le jour, ouais. Ok. Ouais, bah c'est un... Moi, quand je parle avec surtout des personnes, par exemple, la famille de ma copine et tout, je parle avec sa grand-mère qui est migrée serbe, qui est arrivée il y a 50 ans, enfin, il y a moins. Mais elle avait 2 ou 3 tafs dans la même journée, elle prenait les transports, elle dormait au milieu. C'était pas le même monde niveau taf et niveau il y avait une relation au travail qui était vraiment différente. Ouais, en plus il se posait pas de questions hein. Immigré algérien, c'est un statut particulier en France. Donc du coup oui, c'est un statut particulier. Ils se posaient pas de questions, ils sont venus en France, ils ont travaillé. L'histoire. Du coup, ils sont arrivés dans les années 70-80. Avant les années 80, je pense, c'est sûr. Parce que mon frère est né en 84. Ils étaient en France depuis déjà plusieurs années. Donc, je pense milieu des années 70, fin des années 70.
un truc comme ça. T'as eu des... On va rentrer un petit peu sur le psychologique et tout, mais tu nous renvoies dans nos 16 mètres si jamais tu veux pas répondre. Mais t'as eu une bonne relation avec tes parents globalement et tout. Super. D'extérieur, t'as l'air d'être quelqu'un de bien construit, tu vois. Mais t'as répondu à la question, ton niveau de stress de 0 à 10, t'as dit 2. Ouais. Pour moi, quelqu'un qui fait tout ce que tu fais, toi, et qui un a rythme 2 de vie comme le tien, et qui répond 2 à cette question, ça veut dire que c'est quelqu'un... Il a eu un bon contexte. Voilà, ça veut dire que c'est quelqu'un qui se sent en sécurité intérieurement, qui est construit sur des fondations solides, et qui se fait pas submerger facilement par le stress. Donc ça m'étonne pas. Ouais, je pense que tu vois juste. Et ouais, je me suis toujours bien entendu avec mes parents. Je m'entends toujours très bien avec eux. Je les vois toujours assez souvent. Ils sont toujours mariés, tu vois. J'ai eu une éducation... Alors, je pense que c'est un peu spécial d'être l'enfant du milieu. Parce qu'à mon avis, si tu fais le même podcast avec mon frère ou ma sœur, ils n'auront pas exactement le même son de cloche. Parce que de toute façon, les parents, ils sont jamais les mêmes avec tous les enfants. Bien sûr. Et c'est pas possible, c'est pas les mêmes personnes. Exactement. C'est pas les mêmes... Exactement. Donc, ce que je vais dire n'engage que moi, même si j'imagine que bon, le cocon familial était un peu le même pour tous, mais moi, j'étais un peu l'enfant du milieu, je dirais pas oublié, même si je faisais souvent cette blague quand j'étais petit, je disais, mais moi, j'existe pas. Donc, je prends les vêtements de mon grand frère. Je suis né le 26 décembre en plus. Ah, donc, tu vois, c'est bon, personne me calcule. Donc, j'avais souvent cette blague, mais au final, il s'est rien passé de vraiment, comment dire, marquant dans mon enfance, autre que l'amour de mes parents et le fait de m'encourager à faire ce que j'aime et à me soutenir un peu dans ce que j'avais envie de faire. Ce que tu décris là dans les familles, en tout cas, moi, les études que j'avais lues sur le sujet, dans les familles nombreuses, c'est les personnes au milieu qui prennent toujours le plus cher. Ah ouais ? Bah, parce qu'en fait, les premiers, il y a de la présence. Ceux du milieu, il y a les petits qui arrivent au fur et à mesure, donc il faut s'occuper des petits. Et donc, c'est ceux un peu oubliés, comme tu dis. Ouais. Finalement, il y a quand même une cohérence. Il y a quand même une cohérence. Et puis, tu vois, ma petite sœur, c'est la dernière, c'est une fille, donc forcément le rapport est un peu différent. Mon grand frère, c'est le premier, et en plus c'était le premier de toute la famille, donc tu vois... les cousins et tout, c'était... Ouais, je veux dire, ouais, c'est exactement, c'est-à-dire que les tantes, elles étaient contentes d'avoir un neveu, tu vois, c'était un peu le... Donc il focalisait l'attention. Exactement. Dans ce que t'as dit là, j'entends un peu le truc de j'avais besoin d'être vu. Je sais pas si ça te parle. Ah mais c'est sûr. Et, bon, et d'ailleurs, c'est ce que tu as dit après, encore maintenant. Tu vois. Ouais, mais complètement. Okay. Complètement. C'est clairement que si je fais un métier où je suis exposé aujourd'hui, c'est sûrement qu'il y a eu des choses... Bah oui. Ouais. Comment tu veux tenir 10 ou 15 ans dans cette industrie-là et faire les efforts qu'il faut pour y arriver si, au fond, t'en as rien à foutre d'être vu C'est pas une source de motivation. Par contre, quand ça l'est, bah ouais, c'est un moteur. Ah bah complètement. Ouais, ça je me... Ibra nous a dit la même chose. Ah ouais. Bah, tu vois, ça se retrouve. J'ai jamais rencontré, mais j'aimerais bien, n'empêche. Là, vous entendriez. Ah ouais, j'aimerais beaucoup. Ouais. Très très sympa. Alors, on publie cet épisode, normalement, celui avec Ibra est déjà sorti. Ah bah, hâte de voir ça. Si on n'est pas trop des handicapés. hâte de voir ça. Si on arrive à trouver là, tu nous guideras, tu nous feras un tuto après. Mais oui, je pense qu'il y avait ce besoin, ce désir d'être vu, c'est clair. Ok. Moi, j'ai une question sur le mérite. Ouais. C'est quoi ton rapport au mérite ? Question très vaste. Ouais, peux-tu préciser un petit peu ? Est-ce que pour toi, il faut absolument mériter ce qu'on a ? Ou est-ce que c'est possible ? Est-ce que tu es à l'aise avec le fait d'avoir beaucoup si tu considères que tu l'as pas mérité ? Oh, ça c'est une grande question. Ça, c'est un sujet que j'ai souvent en appel avec les gars. Mais ça, c'est un sujet lourd. Hein, je pense l'anecdote, juste pour que tu vois un peu. J'ai eu au téléphone cette semaine un mec qui m'a dit que il était plus à l'aise à l'idée d'appeler son père et de lui dire « j'ai gagné tant ce mois-ci et j'ai bossé comme un chien » que de l'appeler et de lui dire « j'ai gagné tant et j'ai pas bossé beaucoup ». Il aurait honte de dire ça à son père. Ah ouais. Tu vois, le rapport en gros, il doit y avoir une corrélation directe entre ton temps passé et l'argent que tu gagnes. Quoi. Et surtout, il y a une corrélation entre si je gagne beaucoup, alors il faut que j'en ai chié. Si j'en ai pas chié, c'est que je le mérite pas. Tu vois, ce qui est quand même assez malsain. Ce qui est cool, c'est ça revient aussi sur la question du rapport au travail des anciennes générations. Mais bref, je te laisse répondre. C'est vrai que c'est assez malsain, mais je serais un menteur de dire que je ne pense pas un petit peu de la même façon. Okay. Alors évidemment... C'est un moteur. Ouais, je pense qu'avec l'âge, je suis plus bienveillant avec moi-même, mais c'est clair que j'ai du mal à sentir que je le mérite si effectivement j'en ai pas chié et si effectivement j'ai pas produit une masse de travail qui, selon moi, mérite le succès en question. Ça peut être de l'argent, ça peut être quoi que ce soit. Donc oui,
Mais est-ce que c'est possible de sortir de ça ? Je pense ouais. clairement. Ouais. Ça fait peur. Le problème, peur, ouais. le problème, c'est que selon moi, quand tu es dans cette logique-là, il y a plein de gens qui vont se faire, par exemple, une journée qu'ils pourraient faire en 8, en 12, juste pour se raconter qu'ils ont beaucoup travaillé. Ah oui, oui. Ouais. Et tu arrives facilement dans ces logiques-là de comme ça, j'ai mérité, tu vois. Comme ça, je fais le bon compromis avec moi-même. Et en fait, moi, j'ai totalement abandonné ce truc-là. Et maintenant, je peux plier des trucs en 4 heures que je faisais en 1 semaine il y a 1 an, tu vois. Mais juste parce que j'avais un besoin d'étaler et de montrer que je travaillais, tu vois. J'avais vraiment ce réflexe-là, moi. Très valorisant socialement de dire moi, je bosse beaucoup. Ah oui. 12 heures par jour. Ouais. Complètement, ouais. Donc ouais, je pense que c'est difficile d'en sortir. Je mentirais si je disais que j'en étais pas, j'en étais pas coupable. Mais en tout cas, beaucoup moins qu'avant, ça c'est sûr et certain. Et puis on a tendance à penser que si on fonctionne pas au mérite, alors on fonctionne dans l'extrême opposé qui consiste à ne rien branler et devenir un parasite en fait. Et on n'a pas du tout envie d'être identifié à ça parce qu'on a envie d'être responsable individuellement et de mériter ce qu'on a. Et donc on se dit bah non, moi je suis un mec qui mérite. Moi j'ai bossé, tu vois, je suis pas je vais pas dire. Ouais. Voilà. Mais c'est dur de pas aussi entre les deux, hein, parce que vraiment, je pense que c'est le travail d'une vie et beaucoup n'y arrivent pas, j'imagine. Donc ouais. On en fait partie. Hein. Ouais. Moi, aujourd'hui, m'allonger 25 minutes sur un canapé en plein milieu de la journée, j'ai l'impression de m'offrir un truc. Il y a encore un petit soupçon de culpabilité. Ouais. Mais quel kiff. Et puis tu repars après, voilà, t'es bien relancé. sûr, ben oui. Ouais. Complètement. Mais on a été éduqué à trouver ça anormal, à pas le mériter. Et pour moi, tu freines en plus l'écoute de ton rythme, donc tu finis par le payer ailleurs à un moment, et donc le sacrifice que tu as fait à un moment, en fait, qui était l'absence d'écoute de ton besoin, bah tu le payes plus tard. Si tu as besoin de faire une sieste, fais une sieste, quoi, en fait. Mais surtout, si tu rajoutes le fait que écouter ses besoins, très peu de personnes en sont capables. Hein. Bah ça... Très très peu de personnes en sont capables. Ouais. Leurs besoins, ça parle une langue étrangère, hein, et jamais ils arriveront à la décrypter. Donc c'est encore plus difficile dans ce cas de figure-là. Et puis il y a le fait de penser que ton besoin est un caprice, tu vois. Aussi. Ouais. Et c'est compliqué en même temps de faire attends, qu'est-ce qu'est j'ai complètement la flemme et je fais pas, ou je me repose réellement parce que je suis fatigué, tu vois. Et souvent, ça peut être dur d'avoir l'œil, je trouve, pour savoir qu'est-ce qu'est l'un, qu'est-ce qu'est l'autre, quoi. J'ai encore eu ce questionnement ce matin. Ah ouais. En me levant pour aller courir. Ah. J'étais KO, hein. Moi, je suis allé quand même. Moi, j'ai eu ce questionnement hier matin, où j'avais prévu d'aller à la salle avant un premier appel avec un client et avant de prendre le train pour venir à Paris. Et en fait, je me suis dit, attends, non. J'ai fait un peu de respiration, j'ai fait 2 séries de pompes chez moi, je me suis amusé un peu avec des kettlebells de 4 kilos. Comme quoi. Et ça va. Et ça va. Ouais, avant, ça va. allait pas, tu vois. Bon, ça va. Mais c'est dur ce rapport. Moi, je parle dans la culpabilité, je parle de bourreau intérieur. Ah oui, ouais, totalement. C'est clairement ça. Tant que tu connais que le bourreau intérieur, tu penses que t'as pas moyen de faire autrement que la violence pour avancer. Et du coup, ça amène une question de est-ce que toi, tu penses que la violence est d'une certaine façon nécessaire pour progresser ou pas ? La violence avec soi-même et tout ça ? Aujourd'hui, je le pense plus. Okay. Avant, je le pensais. Après, c'est difficile de faire la part des choses parce que est-ce que le fait d'y avoir pensé avant ne m'a pas permis d'accomplir des choses que je n'aurais pas été capable de faire et qui me donne aujourd'hui la liberté de ne plus le penser. Tu vois ce que je veux dire ? C'est très rassurant de se dire que ce que tu as réussi à faire, c'est parce que tu as pensé comme ça avant. Oui, effectivement. Sinon, ça veut dire que tu as J'aime bien quand tu me fais ça. C'est difficile de se dire, ça se trouve, si j'avais moins bossé et que j'avais eu plus de chance, j'aurais réussi 2 fois plus en bossant 2 fois moins. Non. Moi, ça, c'est un mécanisme que je vois avec les gens qui se sont fait, par exemple, même frapper par moments ou des trucs comme ça dans leur enfance. Ils disent, ouais, mais regarde, mon rapport au travail et tout, j'ai accompli tout ça. Ouais, mais il y a des gens qui accomplissent tout ça et qui se sont pas fait frapper, tu vois. C'est pas une condition nécessaire. Peut-être que ça a été un moteur, mais il y a des moteurs qui sont mieux que celui-là, tu vois. Ouais, complètement. C'est une rationalisation de la propre violence qu'on a subie. Donc, pour répondre à ta question, aujourd'hui, je pense plus qu'il y ait besoin de se faire violence pour progresser. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que je navigue dans un environnement où tous les hommes de mon âge et de ma génération, entre guillemets, pensent l'inverse. Bah oui, ils sont encore bloqués dans le no pain, no gain. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'entre 20 et 40 ans, les hommes ont besoin de se fracasser la tronche sur du sport, sur du travail, sur d'autres choses pour avoir l'impression de progresser. Mais une société constituée d'individus traumatisés et brisés devient dysfonctionnelle et à l'image des individus qui la composent. Ouais. Donc c'est normal.
Il y a en 2011, donc il y a presque 15 ans, quand j'ai découvert la méthode Lafay et que j'ai lu ce qu'il disait, déjà ça m'a sauvé, parce que moi j'avais commencé la muscu comme un énorme bourrin, je me faisais mal, mais c'était totalement incompris et combattu par le reste de l'industrie du fitness. Tout le monde se foutait de sa gueule, sans exception. Sans exception. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui commencent à comprendre qu'il avait vu juste. Malheureusement, il est devenu complètement mégalo et je trouve que c'est un peu dommage parce que du coup, il est plus audible. Mais il avait quand même amené un petit peu de réflexion, de recul et de sagesse. Attends, tu veux dire que tu peux écouter quelqu'un sans prendre l'entièreté de son discours? Absolument, ouais. Incroyable. Tu serais pas un peu nazi, toi? Incroyable, hein? Non, mais oui, ça, c'est un sujet, ouais. Ça, c'est un sujet, hein. Mais bon. Un jour, les gens comprendront. Tu vas peut-être activer des gens émotionnellement dans le chat. Ouais. Ça. Ouais, je pense à Jean Ronche, on t'embrasse. Ou pas. Non, j'ai de l'affection pour lui. J'ai une question sur l'entourage. Comment ça a été perçu par ton entourage, l'ascension que tu as vécue? Tu vois, par exemple, ton frère qui t'a mis à la muscu. Enfin, comment il a vécu ton ascension? Comment il a vécu le fait que ça marche aussi bien dans cette voie-là Il l'a vécu, il le vit toujours très bien. Ok. Pour lui, c'est comme si c'était lui qui avait une ascension. Alors, je dis pas qu'il vit par procuration, mais vraiment, on a une super relation tous les deux. On parle de absolument tous les sujets, de nos peurs comme de nos succès, de ce qu'on pense de la vie, de la société, de la politique, tout ce que tu veux. On a vraiment une relation très saine, en fait. Fraternelle. Fraternelle. Bah, ça dépend, parce qu'il y a vraiment des frères, ils n'ont pas cette relation-là. Hein. Ce que je trouve toujours surprenant, mais bref. Il s'est beaucoup réjoui. Beaucoup réjoui. Et lui, il n'a jamais eu les mêmes besoins que moi. D'abord, il a fait de la musculation parce qu'il voulait s'améliorer au foot, donc même pas dans une logique de prise de muscle. Donc, il était très content d'avoir ce frère balèze et lui de rester le frère agile au foot, etc. Il était très content de me voir parler sur YouTube, très fier. Vraiment, il y a eu que des encouragements. Et t'as gardé des amis d'enfance ou des relations de très longue date comme ça Non. Ah. Ouais. Non, fin du podcast, allez, on remballe. Est-ce que t'as observé des gens qui ont mal vécu le fait que toi tu réussisses à ce point et qui, je sais pas, t'en ont voulu, t'ont tourné le dos ou t'ont pas donné de nouvelles? Il les a éliminés, c'était plus simple. Même pas, hein. Non. Mais non, j'ai jamais eu cette impression-là. Okay. Jamais personne ne m'a fait ressentir ça, en tout cas. Bon, t'avais un entourage sain dès le début. Bah, je crois, hein. En vrai, quand t'es construit sainement, tu te crées un entourage sain. Après, mon entourage, forcément, il s'est un peu écrémé, mais ça, je pense que on y passe un petit peu tous. Ouais. Et mes amis d'enfance que j'avais en primaire, collège et un peu au lycée, en fait, on s'est un peu séparés avant même que je commence YouTube, etc. Donc, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ok. C'était quoi les pires années de ta vie, selon toi, les moments les plus difficiles psychologiquement, les plus gros trucs que tu as dû traverser? Je dirais que c'est maintenant, là. Vraiment, ce moment, il est horrible. C'est les quelques années avant le Covid. Ok. Donc, je dirais 2017, 2018, ou plutôt 2018, 2019, 2020. C'est rapport au taf, une rupture, un truc... Rupture. Ok. Mais je pense que c'est pas la raison principale. C'est que à cette époque-là, je pense que c'était plutôt 2017, 2018, 2019, je m'efforçais, ou en tout cas, je m'obligeais de tout faire tout seul. Mais vraiment tout. Hein. Ah ouais. Tu déléguais rien. Je déléguais rien. T'avais pas d'associé encore? J'avais pas d'associé. J'avais quelqu'un, cette personne de l'anecdote des États-Unis, parce que je le connaissais vraiment. Okay. C'était pas mon associé, c'était un prestataire en fait. Hein, tu vois, je travaillais avec lui et je refusais de le prendre en tant qu'associé, alors que je m'entendais bien avec lui, uniquement parce que je voulais partager avec personne. Okay. Je voulais tout faire de A à Z. Parce que t'étais dans ce mood où on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Exactement. Ça sera forcément moins bien fait, je vais perdre le contrôle. C'est totalement ça. Et en plus de ça, tu couples ça avec des années un peu compliquées personnellement, dans le sens où j'étais plus gras, je faisais un peu moins de musculation. J'ai toujours fait beaucoup de musculation, hein, mais il y a des fois où c'est un peu moins, tu vois, où t'es un peu moins motivé, où t'as un peu moins la hargne de faire des vrais programmes. J'étais un peu plus fade, j'étais moins en condition. Je me montrais un petit peu moins, non pas parce que j'avais honte, hein, mais je savais que ça fonctionnerait un petit peu moins sur les réseaux sociaux. Je travaillais beaucoup et je refusais absolument toutes les sorties.
Mais vraiment toutes. Hein. Ah, t'étais vraiment enfermé dans ce truc d'optimisation à fond. Complètement. Vers la trentaine, du coup. Fin de vingtaine. C'est ça, ouais. En plus, à cette époque-là, j'étais en couple. Donc, quand tu es en couple avec une personne, et c'est normal, hein, qui n'est pas dans cet état d'esprit-là, quand tu refuses d'aller au resto 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 15 fois, c'est bon. Il y a un problème. T'étais peut-être, j'ai envie de le formuler comme ça, tu me dis, c'est trop au centre de tout. C'est-à-dire, tes routines étaient tellement importantes, ton emploi du temps était tellement important que ça devenait trop, quoi. Mais surtout, comme on l'a dit juste avant, j'étais persuadé que ce que je faisais, c'était la seule façon de faire. J'étais dans le juste et que tous les autres qui allaient boire des apéros 1 fois par semaine, mais qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous allez boire des apéros alors que vous ne savez pas ce qui vous passionne ? Vous n'êtes pas en train de travailler dur pour pouvoir vous créer une carrière qui vous plaît, gagner de l'argent, avoir du succès, etc. Ouais. Donc, je pense qu'il faut s'enfoncer suffisamment loin dans cette impasse pour comprendre que c'est une impasse. Ah oui, mais complètement. Et heureusement pour toi, t'as pas fini en épuisement total et en burn-out à ce moment-là, parce que c'est ce qui peut arriver à certains. Ouais. C'est l'optimisation de tout finit par créer un stress que tu es censé combattre à la base. Donc tu finis par alimenter le problème que tu voulais régler. C'est ça. Mais en même temps, je recevais des signaux un peu inverses parce que ma chaîne YouTube progressait, mon chiffre d'affaires il progressait. Mais c'était pas interne, c'était tous les trucs externes. Exactement. Ouais. Donc tu vois, je me disais, attends, je dois faire les bonnes choses parce que c'est en train de progresser. Tout à l'extérieur progresse. Exact, ouais. Mais moi, il y a un truc pas la question de savoir si toi t'allais bien peut-être. C'est ça. Et puis après, il y a eu le Covid. Et puis dès que le premier confinement a été terminé, j'ai tout délégué. Mais vraiment du jour au lendemain. Du jour au lendemain, j'ai embauché des gens pour faire mes montages, pour gérer mes trucs. On s'associe, je fais le moins de choses possible. Et tu vois, à l'époque, je me félicitais d'avoir des journées qui étaient vraiment longues, hein, pour le coup, hein, pour pouvoir dire, je travaille de 8h jusqu'à 22h. À partir du Covid, je me suis dit, je veux des horaires de bureau. Je veux commencer à 9h, je veux finir à 17h. Après, vous me laissez tranquille. Ouais. Et ça m'a libéré, mais tellement. Parce que sinon, tu es tout le temps au taf, en plus. Exactement. Mentalement et tout, le taf, ça tourne tout le temps. Et comme tu l'as dit juste avant, j'accomplissais beaucoup plus avec ces horaires que je m'imposais, entre guillemets, sans vraiment me les imposer, plutôt qu'à me féliciter de travailler 12 heures par jour parce que j'avais envie de dire aux autres que, vas-y, je suis l'entrepreneur qui sait tout faire, et puis voilà. Généralement, moi, ce que j'ai observé, c'est que l'optimisation de tout est drivée par l'angoisse en fond. Est-ce que tu dirais que tu avais justement une angoisse que tu fuyais avec cette optimisation que tu as remarqué en arrêtant et en changeant de la façon de fonctionner ou pas ? Ouais, complètement. Ok. Ouais. Donc tu étais plus qu'à 2 de stress. J'étais à 8. J'étais 100% à 8. En plus, en fin de vingtaine, moi, c'est ce que j'ai expérimenté et je le vois chez pas mal de gars, c'est le moment où tu peux plus miser sur l'énergie illimitée de la vingtaine. Tu commences à sentir le mur. Tu commences à sentir que ça marche plus comme avant. C'est la fin d'un cycle, là. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Et donc, tu es obligé de te prendre la claque. C'est ça. Et heureusement. Et heureusement. Ouais, franchement, au final, ça m'a beaucoup changé. Hein. Je pense littéralement que je suis plus la même personne au final. Hein. Okay. Je suis plus la même personne que il y a 7-8 ans. Ça t'a mis une claque d'humilité, tu dirais, ou pas ? Bien sûr. Ouais. Ça m'a mis une claque d'humilité, surtout par rapport au rapport que j'avais aux autres. Okay. Et de me dire que je suis pas le centre de l'attention, j'ai pas la vérité absolue. Je me dois aussi d'écouter les autres et de comprendre leur choix de vie, tout simplement. Ouais. Parce que moi-même, je ne fais pas que des bons choix et que voilà, faut. Tu m'inspires une question. Là, ça fait quoi ? Ça fait 1 heure. On commence à aborder des sujets un petit peu glissants. Allez, ça y est, sous pression. Non, mais ça m'inspire un truc, c'est que au moment où tu as lancé ton podcast, là, on discute. Si je dis pas de conneries, c'était en 2021. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te serais pas dit que tu pouvais inviter absolument tout le monde et parler d'absolument tout ce que tu voulais et que ce serait bien perçu ? Oui. C'est pas ce qui s'est passé. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais tu vois, ça me fait penser à ça parce que juste avant, tu as dit, c'est le moment où, quelques années avant, tu as réalisé que tu détenais pas la vérité absolue. Je pense que tu as réussi à faire un pas de côté et à avoir un peu d'autres manières de voir le monde. Ouais, en fait, et même, alors ça, je pense que je l'ai depuis assez longtemps. Mais je me suis toujours dit que, pour parler du podcast Là, on discute,
c'est toujours bien de pouvoir discuter avec tout le monde, en fait. Ouais. Tu discutes avec tout le monde, et puis, quels que soient les préjugés, les clichés, les a priori ou les on-dit, discute, en fait. Tu discutes et tu vois si vraiment t'es vraiment en opposition avec une personne, si vraiment tu ne peux pas t'entendre avec elle, si fondamentalement il y a des choses qui t'opposent avec elle, ou si au contraire, il y a des choses sur lesquelles tu te rejoins. Et tu réalises en fin de compte que il y a toujours des choses. Oui. Tu as toujours des choses en commun, quelle que soit la personne. Ouais. Toujours un moyen de rejoindre l'autre. Toujours. Moi, souvent, ce que je dis, c'est que les gens se battent pour la même chose, mais avec des façons différentes, en plus, très souvent. C'est très bien dit. Et au lieu de se connecter à « Ah oui, toi aussi, tu veux ça », ça, c'est... oui, je veux ça, juste moi, la manière que j'ai de le faire, ça sera étape A, étape B, et l'autre, ça sera étape Z, étape... Et donc, c'est pour ça que les gens s'embrouillent, c'est sur les étapes, généralement, et pas sur le... Donc, les gens ont généralement un bon fond, c'est juste la façon dont ils ont de le réaliser ne sont pas les mêmes, tu vois. Je suis totalement d'accord avec toi. Et je me suis pris un peu... c'est pas que je me suis pris un mur, parce qu'on va pas appeler ça un mur, mais au final, c'était dès les premiers épisodes de Là on discute, je me suis aperçu que, en fin de compte, attention, Nas, tu vas te faire insulter, tu vas te faire détruire, alors que c'était génial. Hein. Au final, la discussion se passe bien. Tu vois, il y a pas trop de, il y a pas de problème. Il se trouve que tu as fait l'erreur. C'est pas une erreur d'inviter un Voldemort dont on ne peut pas prononcer le nom en fait. Moi, je me rappelle quand le podcast est sorti, je te suivais plus trop à l'époque. J'ai vu ça, je me suis dit putain, ça fait plaisir. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui se sont dit ça. Ça demande. C'était 50-50 les réactions. Ouais, ça m'étonne pas. T'avais autant de personnes qui étaient agréablement surprises que de personnes qui étaient. Comment tu peux faire ça qui étaient affreusement outrées. Un des objectifs, quand je me suis dit, vas-y, je vais être public, je vais avoir peut-être une carrière un peu en public et tout ça, qu'est-ce que je veux pas, c'était tant pis, je me ferais insulter, dans le sens, je prends le pari que les gens soient intelligents et d'inviter n'importe qui, et tant pis si je prends le risque. Je préfère ça plutôt que de commencer à avoir une logique de « Ah, toi, je t'invite pas parce que... Et toi, je veux... » Non, au bout d'un moment, je veux pouvoir parler avec tout le monde et je veux qu'on se concentre sur les idées plus que sur les gens. Du coup, je fais ce pari-là. Après, ça se trouve, un jour, je m'en mordrai les doigts. Je pense pas que tu t'en mordras les doigts parce que rien n'est si grave que ça, et puis tout s'oublie, et au final... Tant que tu dépends pas que des annonceurs, tu t'en mordras pas les doigts. Oui. Exact. T'as un minimum d'indépendance. Exactement, c'est totalement ça. Après, maintenant avec le recul, je pense qu'il y a une autre manière de le faire, et mon podcast Là on discute sera toujours... L'objectif, c'est toujours de pouvoir parler de tout avec n'importe qui, mais je vais sûrement le faire d'une autre façon, et pas dès... Je pense que l'erreur là, c'était de le faire dès le deuxième ou troisième épisode. T'as mis les pieds dans le plat direct. J'ai mis les pieds dans le plat direct. Peut-être c'était, je sais pas, peut-être tu t'es dit, allez, on y va, YOLO, on voit. C'est ça. Mais je pense que t'as bien fait. Ouais, je considère pas ça comme une erreur. Après, voilà, c'était une expérience, et moi, j'en garde vraiment pas un mauvais souvenir. Pour rejoindre ce que t'as dit, je pense que faire ce genre d'expérience, ça te confronte au fait d'être détesté. Et personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de plus libérateur que de pouvoir se permettre d'être détesté. Ouais. Le jour où où des gens te détestent, expriment leur détestation vis-à-vis de toi, et que tu réalises qu'en fait, ça te touche pas tant que ça, et que la vie continue, tu sens qu'il y a un poids qui se libère, quoi. Moi, je l'ai vécu comme ça, tu vois. Mais il faut être à l'aise avec soi-même. Hein. Et oui. C'est ça qui... Ça demande d'avoir fait un sacré travail. Oh oui, ça demande d'avoir fait un sacré travail. Les gens s'engueulent parce qu'ils veulent que l'autre les rejoigne, précisément parce qu'ils savent pas s'ils sont de leur côté. Parce que si t'es bien de ton côté et tu sais ce que tu veux, t'as pas besoin de forcer l'autre à « Non, mais dis-moi que je suis du bon côté » et tout ça, tu vois. C'est clair. Et donc, c'est vrai que ça demande un sacré travail. C'est fascinant, la psychologie humaine. Hein. Ouais. C'est fascinant. S'il y a bien un domaine qu'on n'épuise jamais... c'est bien ça, ouais. Et qu'il est très intéressant et utile de maîtriser, c'est celui-là. Hein. C'est bien ça, c'est sûr. Aïe, aïe, aïe. J'ai noté, est-ce que ça t'embête de constater que les gens ne réfléchissent pas et n'ont pas beaucoup d'esprit critique pour la majorité d'entre eux? Ouais, je sais pas à quel point on peut se permettre de dire ça d'ailleurs. J'en ai rien à branler, moi. La majorité des gens ne réfléchissent pas, soit ils en ont jamais eu les capacités, soit ils les ont perdus parce qu'ils sont trop stressés. Trop de peur. Trop peur. La logique grégaire est trop importante. C'est si tu sors du clan, tu meurs. Et les gens sont encore dans cette logique. La peur du rejet annule l'intelligence, annule la capacité de réflexion, de discernement, d'esprit critique.
On l'a bien vu il y a 5 ans. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, je vais dire on, mais quand je dis on, c'est pas nous trois, hein, c'est on, Ouais. la société entre guillemets, est-ce qu'elle a besoin de réfléchir? Dans le sens, c'est pas une bonne nouvelle hein, de pas avoir besoin de réfléchir, mais est-ce que tout n'est pas fait pour qu'on n'ait pas besoin de réfléchir, étant donné que statistiquement, le plus gros de la population, c'est des personnes qui vont être au milieu, quoi, en termes de capacité intellectuelle, etc. Et c'est pas une bonne ou une mauvaise nouvelle, c'est juste un constat. juste un constat. Et est-ce qu'il y a besoin de juste d'exécutants finalement, c'est un peu, et d'autres gens qui soient la tête pensante? Et le problème, c'est que quand plus tu vas aller sur les extrêmes d'un côté comme de l'autre, plus tu vas te sentir en décalage avec la majorité de la population. Et c'est peut-être ce qu'on est. Alors, on est à quel extrême? C'est ça, là est la question. Est-ce qu'on est à gauche ou à droite de la courbe J'adorerais être un imbécile heureux. J'adorerais ça. Mais t'es un imbécile. Et t'es malheureux. C'est ça qui est... Non, mais... Putain, je voulais dire quoi? Ça m'est sorti de la tête par rapport à ce que tu veux me dire. Mais du coup, je pense que oui, tout est fait pour que les gens n'aient pas à réfléchir. Et oui. Et... Comme le dit Henri Laborie, dont je parle tout le temps, un système nerveux, c'est fait pour agir, pas pour réfléchir. Quand tu réfléchis trop, souvent, t'es bien plus malheureux que celui qui réfléchit pas assez. Ouais. Donc... Ça, c'est un constat triste. Hein. C'est triste. Hein. Moi, ça m'empêche de dormir le soir. Ouais. C'est sans blaguer. Hein. Ouais. Sans blaguer. C'est une discussion d'ailleurs que j'ai beaucoup avec mon grand frère et que j'ai avec certains de mes proches aussi. C'est dans quoi on s'est embarqué? On s'est embarqué dans un truc, l'environnement dans lequel on vit aujourd'hui, on est tellement profondément ancré dedans, comment on peut faire machine arrière? Comment on peut changer le truc? Vous n'avez pas l'impression que c'est un peu peine perdue et que malgré toutes ces réflexions et malgré même peut-être toutes nos actions, il y a un travail tellement monumental à faire pour inverser la tendance et pour récupérer un semblant de... Il n'y a pas de tendance à inverser. Dis-moi. Finir que... Lui, il veut tout casser. Non, mais il y a une phrase, moi, qui m'a permis de lâcher un truc incroyable il y a quelques années, c'est « Le monde est parfaitement imparfait ». C'est comme ça. Et de toute façon, le réel gagne toujours à la fin, les choses suivent leur cours et tu peux pas grand-chose. Mais ça, c'est du nihilisme et... Non. Pas du tout. C'est le constat. Et après, t'agis dans le monde. Une fois que t'as fait ce constat. Pour moi, c'est... Je ne dis pas que tout est relatif. Je dis qu'il y a un absolu. Je dis juste que les choses sont parfaitement imparfaites, mais à la fin, on trouve toujours un équilibre. Tout système revient à un état d'équilibre, homéostasie. Bien sûr, oui. Le système, ça peut être toi, comme ça peut être la planète Terre. C'est pour ça que quand on me parle d'écologie, mais vous me faites bien rire, mais vous y pouvez rien, en fait. Sur le thème de l'écologie, c'est que pour moi, les gens ont besoin de toute façon souffrir pour changer. Du coup, va falloir, si le réchauffement climatique arrive à son terme, va falloir attendre que les gens souffrent pour pouvoir qu'il y ait un changement. Donc, quand tu comprends le fonctionnement de l'humain, tu sais que il faut attendre de souffrir de toute façon pour que quelque chose change, tu vois, globalement. Sinon, les gens changent pas. Enfin, faut une grosse maturité, je trouve, pour avoir changé une fois, avoir une grosse prise de conscience suite à une souffrance qui permet après de ne plus avoir la nécessité de cette souffrance pour changer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il faut forcément qu'il y ait une fin pour qu'il y ait un recommencement? Je pense, ouais. Je pense que c'est des cycles. Et donc là, on est dans un cycle qui est assez terrible, je trouve aussi, mais qui est naturel. Et il y a du bon là-dedans. Il y a plein de raisons de se réjouir. Ah oui, ça c'est clair. Ça dépend de sur quoi tu mets ton attention. Oui, bien sûr. Bien sûr, tu peux te concentrer sur ta famille, tu peux te concentrer sur des choses sur lesquelles tu as... Ça t'impacte beaucoup, du coup, ça, globalement, le contexte, tu trouves? Je sais pas à quel point ça m'impacte, mais c'est quelque chose auquel je pense très souvent. Ok. Donc oui, je pense que ça doit m'impacter quand même pas mal. Et de me t'angoisse, du coup. C'est quoi les sujets récurrents du contexte qui peuvent t'angoisser? La taxe Huckman. J'ai pas encore 100 millions. C'est quoi 100 millions là, un truc comme ça? Je les ai pas encore. Non, en vrai, vraie question. Il y a des trucs qui nous dépassent et que cette angoisse de pas avoir de contrôle dessus ou de pas avoir d'impact dessus. Parce que moi, oui, personnellement. Mais moins qu'avant. En fait, je pense que ce que je réalise de ma vie d'adulte est quand même un peu éloigné de ce que j'imaginais être ma vie adulte lorsque j'étais adolescent. Ah bah ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et
c'est pas qu'il y a une espèce de frustration ou de décalage, mais je me dis, C'est une arnaque. c'est une arnaque, ouais. Ouais, la vie d'adulte, c'est une belle arnaque. La vie d'adulte, c'est une arnaque. C'était Mais les j'aurais- vacances d'été quand j'étais en quatrième. Quoi. Mais j'aurais bien aimé que ma vie d'adulte, et quand je dis ma vie, c'est pas juste ma vie, hein, c'est la vie en général. J'aurais bien aimé que cette vie-là ressemble plus à ce que j'imaginais quand j'étais adolescent. Ouais. C'est-à-dire que les gens sont effectivement responsables, les gens prennent effectivement la responsabilité de leurs propres actes, de leurs propres choix, etc. Que tout le monde agit en âme et conscience, que on se comporte comme des adultes en fait. Non. Ouais. Mais en fait non, ça n'existe pas. On est adulte, c'est pas parce qu'on est adulte sur le papier qu'on est adulte. Mais oui, totalement. Mais Être adulte, ça demande, ça fait peur. Mais je pense que vous aussi, en tant que lorsque vous étiez adolescent, vous pensiez la même chose. Peut-être que vous le pensez encore, ou peut-être que vous disiez, mais les adultes, c'est ces gens-là responsables Ah oui. qui agissent pour le bien de leur propre personne, de leur toujours entourage des et de la société, qui ont toujours là des pour, réponses. nous sortir des mauvaises situations. Exactement, qui savent comment faire en Ouais. fait. Et en fait, une fois que t'es adulte, tu réalises qu'on sait rien, qu'on est complètement paumé. Mais les gosses, ils y croient, tu vois. Ouais. Tu sais que ça, c'est super important d'un point de vue construction de l'individu, d'avoir eu des parents qui étaient des figures d'autorité et des figures de rassurantes. D'attachement sécure et sachant. C'est ça, Au moins, capable. au moins te faire croire pendant une période qu'ils savent. Tu vois. Ouais, complètement. Jusqu'au jour où tu tu prends la réalises- claque de réalisation. Et tu réalises, mais vraiment, à quel point les adultes, Sont paumés. c'est une blague. Ouais. Personne ne sait rien faire. Ouais. Il y a des adultes de 49 ans qui ont 12 ans d'âge mental. Mais oui, c'est fou. Nous, Et on je avait me, fait dis, je me dis, mais c'est dingue. Moi, j'ai 37 ans. Le mois prochain, je vais avoir 38 ans. Et je navigue avec des personnes qui ont la quarantaine. Hein. Mais comment on peut se comporter comme ça? Comment je suis. Et ça, effectivement, ça provoque un peu de frustration et de la déception de me dire, ah, c'est donc ça la vie d'adulte. Mhm. C'est donc ça. On est un peu condamné à ça. Et si j'ai ce constat à presque 40 ans, je pense qu'il va pas changer. Je pense que quand tu es adulte et que tu as 60, 70 ans, c'est un peu la même chose. C'est pas en un claquement de doigts que tu vas développer une certaine responsabilité et que tu vas savoir ce que tu fais de ta vie. Disons que pour aller travailler sur les parts de soi-même qui ne sont pas encore adultes, qui sont restées enfantines, il faut aller faire un travail qui est pas forcément agréable. Oh, ouais. Il faut très aller désagréable. voir sa part d'ombre, voir son vide intérieur, Mm. et c'est pas sexy. Et c'est pas sexy, ça donne pas envie, quoi. Je sais pas si toi t'as déjà expérimenté ça, t'as déjà été faire ce travail en partie. Nous, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on fait avec les gens. Moi, le sujet dont on parle, c'est un des sujets qui m'a fait le plus souffrir, je pense. Ah ouais. Désillusion. C'est la désillusion globalement, il n'y a pas d'adultes. Et ce truc, j'en ai pleuré vraiment. Et Les gens sont aussi perdus et les gens sont aussi méchants parce qu'ils sont perdus et parce qu'ils veulent pas admettre qu'ils sont perdus aussi. Tu vois, Mais c'est je pense, ça qui Timothée, pousse- c'est encore plus violent pour toi. Hein. Parce que toi, tu as 10-15 ans. Ouais. T'as presque 15 ans de moins que moi. T'es désillusionné très Ouais, jeune. ouais. Non, mais- J'ai suffisamment souffert tôt pour malheureusement. Je pense que c'est encore plus violent pour Ouais. les personnes qui ont entre 20 et 25 ans parce qu'elles se sont vraiment aperçues de Et c'est l'incapacité. Internet aussi qui a révélé ça pour moi. Qui a révélé Triste tous les trous. Internet. Tu Ouais. vois. Bah voilà. Bah, je peux comprendre que ça te rende triste et que ça provoque beaucoup de frustration. Le bon côté, c'est que plus t'es jeune, plus t'as de la flexibilité cognitive, plus t'es capable de prendre du feedback et de t'adapter et de changer facilement, parce que t'as plus d'énergie. Mais c'est le seul bon côté que je vois. Voilà. C'est bien résumé. Ouais. Est-ce que... t'as une question? Non, vas-y. Est-ce que t'as des haters, des vrais haters? Oui. Qu'est-ce qu'ils te reprochent de manière générale? Le truc numéro 1 depuis que je suis sur YouTube, c'est le mensonge. Ok. C'est de dire que j'ai jamais pris de produit dopant. Ah. Ça, c'est le premier sujet de Discord. Moi, je crois pas que tu sois dopé. Merci. Parce que je suis dans le monde de la muscu depuis 2009. Et je suis pas assez musclé pour ça. C'est ce que tu es en train de dire. Les dopés, les réactions, les récepteurs androgènes, tout ça, ça fait prendre énormément au niveau des épaules, des trapèzes. Ça crée des caractéristiques qui sont reconnaissables. Et toi, compte tenu de ta taille, de ta génétique, de ton héritage épigénétique, de l'éducation que tu as reçue, de à quel point tu as été construit sur des fondations solides, bah, je pense que le potentiel que tu as atteint, c'est ton potentiel naturel. Merci pour cette analyse. Tu vois, j'observe un truc, moi, c'est que les gens qui sont construits sur des fondations solides au niveau psychologique et qui, du coup, se sentent en sécurité intérieurement, de ce que j'observe empiriquement, ils progressent beaucoup plus, ils anabolisent beaucoup plus facilement. Tu vois? Parce qu'ils sont pas en permanence stressés. Bien sûr. Mhm. Donc moi, je pense que t'es clean.
J'espère que je me trompe pas. Non, je suis certain. Tu ne te trompes pas, mais après, c'était surtout des accusations. Au début du feed game, entre guillemets, on était moins nombreux, le niveau était un peu moins bon. Aujourd'hui, plus personne... Enfin... Naturel ? Oui. Voilà, les fameux mèmes. Sur ça, j'ai eu vraiment des haters, mais violents de chez violents. Vraiment violents. Je comprenais pas qu'ils pouvaient s'attaquer à moi comme ça et de me dire, du coup, Nassim, tu vends des programmes, mais tu vends des programmes parce que... C'est le truc de « je te tiens, salaud ». Oui, c'est ça. Je t'ai démasqué. J'en ai aussi. Et ça me disait, mais comment tu peux te regarder dans un miroir? Comment tu peux dormir la nuit sur tes deux oreilles? C'était violent, hein. Et les gens projettent en mais permanence. ouais, en sachant que tu mens à toute une génération, comment tu peux faire ça? Et les gens sont sûrs d'eux, en plus. Ils sont sûrs d'eux. Ouais. Et le problème, c'est qu'avec ça... Parce qu'ils sont perdus. Ils sont perdus, ouais. Le problème, c'est qu'avec ça, tu pourras jamais leur prouver qu'ils ont tort. C'est impossible. Donc, faut faire avec. Effectivement, il faut faire avec. Ouais, moi, j'en ai tous les jours de « tu vends des formations aux gens vulnérables ». Bah oui, je parle de santé mentale. Oui, je vais pas vendre des formations à des gens qui vont bien. Bah oui. Mais c'est ça. Mais ça, je pense que malheureusement, c'est Internet. Malheureusement ou heureusement, il y aura toujours ça, quel que soit le domaine. Hein. Ouais. J'ai une question que je trouve sympa. J'espère que c'est est-ce que tu as besoin de te raconter une histoire pour faire ce que tu fais? Tu le fais par plaisir, tu vois? Est-ce que tu as besoin de te raconter un narratif en plus, tu vois, en te levant le matin, pour te motiver à faire les choses? Ou est-ce que globalement, la plupart du temps, ce que tu fais te suffit à avoir envie de le faire, tu vois? Ouais, je dirais que globalement, ça me suffit à avoir envie de le faire, le plaisir. En fait, je suis quelqu'un de très, très routinier. Okay. Et je suis quelqu'un qui aspire pas à une vie de célébrité ou une vie, tu vois, sous les projecteurs ou quoi que ce soit. J'éprouve beaucoup de plaisir à me lever le matin, faire mon footing, rentrer, prendre mon petit-déj, passer du temps avec ma chérie, travailler sur des choses qui m'inspirent, retourner à la muscu, rentrer tôt chez moi le soir, lire un bouquin, discuter, regarder un film et aller dormir à 21h. Ok. Le contentement. Voilà, j'ai une routine qui est... Certains l'appelleront militaire, mais en fait, moi, il n'y a pas de contrainte dessus. Ouais. C'est vraiment un truc naturel. Et des fois, tu vois, je prends un peu de recul et je me dis, mais pourquoi je fais tout ça? Et en réalité, je me sens bien, tu vois, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a rien qui me donne envie de ne pas le faire. Et c'est un peu comme un flot qui coule. Du coup, tu n'as pas besoin de motivation, globalement, en général? Ouais. Moi, mais ça, c'est lié aussi au stress 2/10. Hein. Je pense que je me suis construit un environnement qui fait que les choses sont assez faciles. Ouais. Voilà, les choses sont faciles, j'ai pas trop d'obstacles, voire même pas du tout. Ce qui fait que j'ai limite pas de questions à me poser. Ouais. Il y a une grosse différence entre les gens qui se fixent des routines un peu militaires parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent, ils sont au clair avec eux-mêmes, ils se sont réconciliés avec eux-mêmes. Et en fait, c'est leur mode de fonctionnement, tu as l'air d'en faire partie. Ouais. Entre ça et les gens qui se fixent des routines militaires parce qu'ils sont persuadés qu'ils sont obligés de faire ça pour atteindre leurs objectifs, parce que leur influenceur préféré leur a raconté que c'était comme ça. Et la contrainte. Et en fait, ils sont en permanence en train de jouer contre eux-mêmes parce qu'ils se détestent. Et du coup, ça leur coûte extrêmement cher. Et c'est une contrainte du quotidien. Ça demande beaucoup de motivation, beaucoup de discipline, beaucoup de souffrance. Et ça s'effondre à un moment ou à un autre. Et ça tient pas. Mais oui. Pour moi, le vendre de la motivation, c'est une arnaque. Dans le sens où tu as besoin de motivation là où t'aimes pas, finalement. Ouais. Et au bout d'un moment, c'est que t'as pas suffisamment trouvé ce que t'aimais, justement. Ouais, et plus t'as besoin de motivation et de technique, justement, pour te remotiver et tout, plus ça veut dire que t'es en train de te fourvoyer dans un chemin qui est dans ta tête fait pour toi, mais dans la réalité, pas trop. Quoi. Mais carrément, c'est totalement ça. Donc, tu vois, pour répondre à ta question, je me verrais faire ça jusqu'à la fin de mes jours, virtuellement, hein, tu vois. Vraiment, c'est un truc que je kiffe. J'ai une question pour toi. Aïe. À quel moment tu dirais que t'es passé de « je veux être énorme » à « je veux durer » ? À quel moment t'as vécu ce switch où t'as compris qu'en fait, en termes de performance physique, tu n'étais plus sur une pente ascendante et c'est comme ça, le réel, il est plus fort que la volonté, tu vois. Ça, c'est une excellente question. Tu veux une date précise ? Une année, je sais pas. Ouais, je pense que c'était plus ou moins après 10 ans de musculation. Donc 2016. Donc 2016, ouais. Okay. 2016, en fait, j'ai fait ma dernière compétition de fitness. J'ai fait des compètes un peu men's physique. J'en ai fait une douzaine d'ailleurs, beaucoup. Ah oui, quand même. Ouais. Et ma dernière, c'était en octobre 2015. Donc oui, 2016, c'est un peu à ce moment-là où je me suis dit, vas-y, 2015, j'ai atteint une super forme. J'étais tanké, j'étais sec, tout ce que tu veux. Et à partir de là, je me suis dit, mais attends, je pense de toute façon que j'ai atteint ma limite. Je vais approcher des 30 ans.
est-ce que mon potentiel de croissance musculaire, il est toujours là, ou est-ce que je ferais pas mieux de me concentrer sur d'autres choses, c'est-à-dire conserver mon niveau aussi longtemps que possible, et puis essayer de ne pas me casser un truc. Ouais. Clair et net. La blessure, ça coûte cher. Hein. Mais ça coûte très très cher. Plus les années passent, plus ça coûte cher. Et surtout, je suis un peu traumatisé. Bon, le mot est un peu fort, mais traumatisé par les personnes qui te disent avant, j'avais ce niveau-là. Avant, j'étais fort. Avant, je pouvais faire ça. Mais je veux pas ça. C'est horrible de s'attacher à ça. C'est horrible. Ah, avant, j'avais tel perf. C'est horrible et c'est Donc, triste. avant, je valais mieux qu'aujourd'hui. Oui, voilà, exactement. Donc, non. Je pense qu'après 10 ans de musculation, c'est à ce moment-là où je me suis dit ok, ça fait 10 ans que je fais de la muscu, j'adore ça, je peux continuer même en sachant que je vais plus prendre 1 gramme de muscle, donc autant travailler d'une façon intelligente pour pouvoir faire ce que j'aime le plus longtemps possible. Tu le fais davantage enfin, est-ce que tu le fais justement pour avoir une bonne santé plus tard, tu vois, ou est-ce que tu le fais pour l'instant? C'est quoi qui te dirige le plus, tu vois? Et tu fais combien de séances par semaine? Alors, pour répondre à la première question, je pense que c'est les deux qui me drivent. C'est aussi bien pour être en bonne santé plus tard, mais c'est aussi les sensations que me procure un entraînement de musculation à l'instant T, je les adore, je les kiffe. Et là, ces temps-ci, je m'entraîne beaucoup. Je m'entraîne entre 10 et 12 fois par semaine. Ok. Et des séances qui durent pas 1h30. Non, pas qu'en muscu. Je fais course à pied le matin et je fais muscu l'après-midi. Okay. Donc 6 jours sur 7, tu vois, ça te fait une douzaine de séances dans la semaine. Okay. Donc la course à pied et la muscu, c'est la même chose. Je le fais aussi bien pour mon avenir que pour ce que ça me procure à un instant T. Okay. C'est-à-dire, la muscu, tu as la congestion, tu as l'effort. Et moi, personnellement, j'aime bien aussi la répétition, la répétitivité du mouvement, qu'il soit toujours le même, un peu chirurgical, millimétré. Encore dans le rapport à la routine. Totalement. En macro et en c'est ça, ouais. Et puis la course à pied, c'est c'est pas quelque chose que j'aime à la base. C'est l'exutoire. C'est l'exutoire et c'est aussi le dépassement de me dire attends, ok, je vais pouvoir faire ça, je vais courir à cette vitesse, ça va être difficile, mais je vais pouvoir le faire. Donc il y a encore cette logique de progression dans la course à pied. Yeah. Enfin, ça, c'est mon opinion. Et on peut se rentrer dedans mutuellement. Vas-y. Dans une logique, justement, de prendre soin de soi, tu vois. Est-ce que 12 séances par semaine, c'est pas... Tu vois, tu risques pas plutôt de t'abîmer ton corps à long terme plutôt que, justement, tu vois. Comment tu le vis, ce truc-là? Est-ce que toi, honnêtement, tu penses qu'à cet endroit-là, tu prends soin de toi pour le long terme? Ou est-ce que tu es plus dans ce truc de passion à cet endroit-là parce que tu kiffes le sport et que du coup, ça te va très bien de payer potentiellement le prix plus tard d'avoir fait 12 séances par semaine? Non, c'est une super question. Et en fait, mes 12 séances, tu les verrais, alors elles sont intenses, hein, certes, mais elles sont intenses de la bonne manière pour quelqu'un qui a fait déjà 19 ans de musculation. Ok. Et comme tu l'as dit, mais comme tu l'as sous-entendu, mes séances de muscu, elles sont pas très longues. Mes séances de cardio, elles sont pas si longues que ça non plus. Et puis, il faut bien penser qu'à côté de ça, je me couche tôt, je mange bien, mon stress est à 2 sur 10. Je fais les choses parce que je les aime. Je pense que la blessure... faut contextualiser. C'est ça, ouais. Si tu faisais des horaires de bureau dans un boulot que tu détestes avec un boss qui te met la pression et que tu me disais je fais 12 séances et que j'habite à Paris dans un studio et je mange pas bien... Là c'est chaud. Non, je suis conscient que ce volume d'entraînement nécessite une routine bien calée, mais ça tombe bien, c'est ce que j'ai. Et vraiment, j'ai un environnement qui fait que le matin, je me lève, j'ai un extérieur qui est assez grand, donc tu vois, je vois l'extérieur, je vois l'horizon quand je descends. Ah ouais, t'as la vue. J'ai la vue, ouais. Tu es donc riche. J'habite sur les hauteurs de Lyon, donc j'ai l'horizon, je marche, je prends l'air, je fais mon sport. Ouais, c'est trop bien. Je prends pas les transports en commun, donc tu vois, je suis pas dans un métro bondé, je prends presque jamais la voiture. Voilà. Pareil, la ville, en fonction de comment tu vis la ville, le niveau de stress que tu absorbes n'est pas du tout le même. Absolument. Ouais. Si tu vis à Paris ou à Lyon, tu subis les horaires, les rushs le matin, le soir, dans les transports ou en voiture, mais c'est un putain de cauchemar. En fait, par exemple, moi, je marche quasiment 1h30 par jour, je pense, en me baladant dans Paris, du coup, principalement. Ouais. Mais je me dis, si on devait m'obliger à le faire sur des horaires fixes, au moment où t'as pas envie, au moment où il fait froid, au moment où t'es claqué, c'est fini. En fait, je choisis dans ma journée, parfois je le fais à 22, tu vois, de 22 à 23. Mais tu choisis au moins. Mais je choisis. Et du coup, il y a un plaisir, tu vois, et je suis pas en train de me dire, vas-y, je vais faire 10 000 pas ou quoi, je suis juste en train de me dire, je vais me balader, tu vois. Et puis finalement, je kiffe, et puis je sais que ça entretient aussi mon corps, donc ça... Complètement. Et puis j'en ai besoin, en fait. Mais c'est Complètement. juste le fait de le faire à heure fixe,
fait, tu détestes et t'associes ça au fait de faire potentiellement tes 10 000 pas, alors qu'en fait, il y a un côté maltraitance parce que le faire à 7 heures du mat, quand t'es, tu vois, dans les transports en commun, et c'est pas pareil, quoi. C'est pas du tout pareil. Ouais. C'est exact. C'est un clairement luxe, ça. en fait, de pouvoir choisir quand est-ce que tu le fais aussi, tu vois, et la façon dont tu le fais. Totalement. C'est le luxe. C'est Ouais. le luxe. Donc pour l'instant, je vis bien mes 12 séances. Ok. Franchement, ça se passe bien. Et je pense avoir le cardio pour le coup, pour les assumer encore un petit moment. Je vais pas faire ça toute ma vie, c'est clair et net. Ok. Hein. Mais pour l'instant, tant que je peux, je les accumule autant que possible. Qu'est-ce qui est le plus stressant entre faire de la muscu à haut niveau et faire du business en France? Faire du business en France. Quelle question. Évidemment que c'est ça le plus stressant. On est Mais d'accord. oui, la question ne Il se y avait pose. une prise de parti derrière. bien sûr. La question ne se pose même pas. Mais pour quelle raison? Je sais pas. je sais pas. Aucune idée, franchement. Non, mais moi, en fait, tout l'administratif, tout ce qu'il y a autour du business qui n'est pas du business, mais qui est nécessaire en France. Mhm. Et c'est des choses en plus sur lesquelles... C'est une charge mentale. Mais c'est pas une charge mentale, c'est une montagne. Ouais. C'est comment tu veux vivre avec ça. Mhm. Comment ça peut ne pas te dégoûter de l'entrepreneuriat. Mais c'est Puis le surtout contrat social, que tu demandes à chaque fois, moi j'ai l'impression, dernièrement, tu demandes à un comptable, il te dit A, tu demandes à l'autre comptable, il te dit B, tu vois. C'est grave. Et puis après, t'es là, mais du coup, qu'est-ce que je fais, bordel? En fait, personne dit la même chose dans votre propre domaine, bordel. Comment je m'en sors, tu vois? On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, les adultes, mais ils savent pas. Ils savent pas. Personne ne savent- Mais non, ils savent pas. Personne ne sait ce qu'il fait. Exactement. On navigue à l'aveugle. C'est Et quand même moi, frustrant. J'avais un poids qui me retenait au début de l'entrepreneuriat, c'était putain, mais est-ce que je suis pas en train de faire une énorme boulette à un endroit que je ne vois pas, que je ne perçois pas, et puis à un moment, dans 3 ans, il y a l'URSSAF qui arrive ou je sais pas qui, et qui me dégomme parce que je l'ai pas vu, tu vois. Mais c'est sûr, des histoires comme ça, il y en a combien? Des gars qui. Mais il y en a à l'appel. Tous les jours. Je pense que tu dois connaître quelqu'un dans ton entourage qui en a fait les frais. Je connais quelqu'un qui en a fait les frais. Peut-être que j'en ferai les frais. Tu vois, et c'est même pas de la mauvaise foi. C'est même pas une volonté de mal C'est faire. que tu sais pas. C'est que tu sais pas. C'est que eux ne savent pas. C'est que par rapport à il y a 2 mois, bah, ça a changé. Ouais. Et que ça changera peut-être dans 6 mois. Et que du coup, c'est vraiment. En fait, ça te dégoûte littéralement. Mhm. Les gens se rendent pas compte. Les gens qui n'ont pas Entrepris. entrepris ne se rendent pas compte. C'est C'est pour ça qu'ils font des manifestations en criant taxer les riches dans la rue. Mais en même temps, tu vois, sur le taxer les riches, je viens les comprendre là où je peux me relier à eux, hein. non, mais justement là où l'État est un instrument de connivence avec les giga-riches, tu vois. Oui, ça s'appelle. Tu vois, Complètement. Mais oui. Et ce qui est drôle, c'est que moi, je vois des gens qui font des stories. Ouais, regardez, les milliardaires ont augmenté et tout. Qu'est-ce que vous proposez? Augmenter la taille de l'État. Oui, mais tu n'as pas compris que le seul qui pouvait influencer l'État et le tourner à son avantage, c'était le giga-riche. Donc là, tu es en train d'alimenter le problème avec ta solution, qui n'est pas une solution, en fait. L'État est d'apparence là, selon moi, hein, c'est mon opinion, ça me concerne, fait pour protéger le plus faible, machin. Mais en fait, c'est toujours détourné. C'est la fonction même du truc. Je pense que il n'y a pas de... Enfin, moi, du coup, j'ai d'autres modèles en tête derrière, mais... C'est bref. Ça te désespère. Hein. Non, mais c'est fascinant, c'est effrayant et fascinant à la fois de voir à quel point tout ça est bien rodé et à quel point les gens ne voient pas ce qui est devant leurs yeux. Mais quand tu l'expérimentes, tu comprends. Mais d'ailleurs, je me demande, tu disais tout à l'heure que à la période du Covid, tu continuais à faire tout seul, tu n'avais rien délégué. C'est aussi en partie pour ça, j'imagine, parce que c'est vraiment un enfer de briser le plafond de verre en France et de se dépêtrer de tout ça. Encore plus quand t'es seul dans la bataille et que t'es pas bien entouré, quoi. Ouais. J'avais fait un post à une époque, c'était la pire source de stress dans votre vie, bah c'est l'État. Ouais, les gens ne se rendent pas forcément compte. Rien de plus à ajouter. Ouais. Mais tu sais que c'est la plus grosse source de stress. Hein. S'il n'y avait pas l'État, je serais à 0 sur 10. Hein. c'est eux qui me mettent 2 sur 10. Bon, je grossis un peu le trait pour faire un petit peu d'humour. Mais oui, c'est clair que c'est des conditions qui sont compliquées. Il y a un truc aussi, on en parle souvent, nous deux, c'est que la relation que les gens ont avec l'État, c'est un peu une relation de toxicité, de relation toxique avec un parent toxique. Et je pense que la plupart des gens, les gens qui ont eu une relation toxique avec leurs parents, ce qui est quand même assez répandu, ils voient pas le problème.
d'avoir une relation toxique avec un État. Quand tu as eu une relation saine avec tes parents, ou quand tu as fait le travail sur toi et que tu as compris que tu avais eu une relation toxique et que tu comprends ensuite ce que c'est une vraie relation saine, Peut-être que j'explique l'ordre des choses. tu le vois le truc. C'est une analogie Tu vois intéressante, ça, ouais. Et une relation saine, c'est quand le parent s'occupe de l'enfant et pas l'inverse. Et là où l'État est vicieux, c'est que justement, c'est les gens qui s'occupent de l'État qui fait croire qu'il est là pour les gens, tu vois. Et justement, le parent toxique fait ça, c'est-à-dire il s'occupe de l'enfant, mais en réalité pour accaparer beaucoup plus derrière. Que ça soit accaparer de l'affection, accaparer de l'attention, accaparer tout ce que tu veux, en fait. Mais juste la logique est inversée d'apparence, ça serait ça, une relation toxique. C'est une relation inversée, en fait, perverse en réalité. C'est une analogie très intéressante. Ah, quand tu commences à creuser ça, tu vois des patterns assez... Ouais, des parallèles qui sont assez flagrants. Assez troublants. Ouais. Ah, c'est flagrant. C'est flagrant. Tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Parce qu'on part un peu en monologue, en fait. Mais c'est bien. Il est vivant, ce podcast. Il faut le laisser vivre. Il y a un truc que tu voudrais aborder par rapport à tout ce qu'on a, tu vois, un truc que tu voudrais rajouter. Alors déjà, je pense que c'était une conversation hyper intéressante. Ah, moi, j'ai kiffé. Tu vois, c'est différent d'autres podcasts que j'aurais pu faire. Après, on a déjà fait un podcast ensemble. Donc, tu vois... Je savais un peu à quoi t'attendre. Non seulement je savais à quoi m'attendre, mais je savais que la discussion serait intéressante et qu'on allait pouvoir, tu vois, approfondir certaines choses, parler de choses que j'ai pas forcément l'habitude d'aborder. Donc ça, c'est très cool, hein, les gars. Franchement, bon format, les petites questions, 60 secondes, c'était bien. L'anecdote, c'était marrant, un peu léger. Pas mal, hein. Pas mal. On se fait la main. Toi, t'as je sais pas combien de dizaines d'épisodes à ton actif. Il y en a quelques-uns maintenant. Il y en a quelques-uns. Ça commence à faire pas mal. J'ai pris beaucoup de plaisir aussi. Très agréable. Il y a une question, il y a une dernière question que j'ai envie de te poser, et pas des moindres. Ah, il est meilleur pour la fin. Quel rôle ça joue pour toi, la religion, dans ta vie ? Et le rapport au sacré, et le fait qu'il y ait quelque chose au-dessus, il y a quelque chose qui te transcende, qui te dépasse. Quel rôle ça joue ? Ça joue un rôle très important. Très important dans le sens où j'ai un guide, en fait. J'ai un guide auprès duquel j'ai une responsabilité. Et cette responsabilité, selon moi, m'aide à pas faire des choix, mais si, en fait, faire des choix. Cette responsabilité m'aide à faire des choix qui, je pense, sont moralement bons et qui me permettent d'être à l'aise avec ma propre existence. Donc oui, c'est très important. Alors, j'ai toujours grandi dans j'ai grandi dans la religion musulmane, hein, et c'est toujours ma religion. Dans cette culture-là, et on a toujours pas mal discuté de religion avec mes parents et avec ma famille, de manière très ouverte. Et le signal, le message, c'était ça va t'aider à mieux appréhender ta vie. En fait, c'est du développement personnel, quoi. C'était pas dit comme ça, mais ça voulait dire ça. C'est du développement personnel. Il faut que ça peut t'apprendre à être plus à l'aise avec toi-même et à faire de meilleurs choix et à être une bonne personne. Je mets des gros guillemets. Ça fixe un absolu, en fait. Ça fixe un absolu, absolument. Il y en a besoin, je pense. Et tu te rends compte aussi que c'est ce que tu retrouves dans d'autres religions, tu vois. Ou dans d'autres nouvelles croyances modernes. Absolument. Souvent très reliées au développement personnel, d'ailleurs. Complètement. Donc oui, si ça répond à ta question. Ok. Ça te sert de guide, du coup. Ouais, complètement. Et c'est quelque chose dont je pense pas pouvoir me passer, tu vois. C'est quelque chose qui m'a accompagné depuis ma naissance, qui, j'espère, m'accompagnera jusqu'à ma mort et après. Donc, je reste complètement attaché à ça. Tu penses que ça t'a canalisé sur certains points, du coup ? Non, je pense pas. Je pense pas que la première, la première fonction de la religion, ça a été de me canaliser. Okay. Je pense pas avoir eu besoin de ça. Je pense que c'était plutôt mon éducation, qui n'était pas directement liée à la religion, hein, qui était, je pense, liée à d'autres valeurs qui sont... Et qui est entremêlée aussi. Qui sont entremêlées, bien sûr, ouais. Donc, non, pas forcément de canalisation. Ok. L'éducation a fait son rôle, quoi. Ouais, complètement. Ouais. C'est pas la religion qui t'a empêché de briser des nuques quand t'as eu envie de briser des nuques. Comme ça peut être le cas chez certains. J'ai jamais brisé de nuque. S'empêcher de laisser exprimer la violence. Ça y est, c'est la fin du podcast. Il raconte des conneries sur l'invité. Ah pardon, je parle de moi. Des nuques. Non, mais oui, bien sûr, je parle de moi. Moi, j'ai pas d'éducation religieuse. J'ai découvert ça tout seul. Ah ouais ? Ouais. Jamais parlé de religion avec mes parents. D'accord. Aucune éducation religieuse. Juste, au bout d'un moment, tu chemines, puis tu comprends que ça joue peut-être un rôle intéressant, quoi. Il y a peut-être du bon à prendre là-dedans. Il faut pas,
comme dirait Seb, jeter bébé avec l'eau du bain. Ouais. Moi, j'ai eu un truc très, 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 très religieux. Très, très. Parfois proche du sectaire sur certains points. Mais je m'en suis remis. Et je m'en sors très bien maintenant. Ouais. Ok, écoute, merci Nassim. Avec plaisir, C'était les trop gars. bien. Ça passe à une vitesse. À chaque fois, je me dis, putain, Ça passe à une on pourrait faire ça vitesse. pendant 4 heures. Mais oui, ça fait quoi là, 1h20, un truc comme ça? Bah écoute, ça fait plutôt 1h30. Ouais, 1h30. Ah, bah, c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Merci d'être venu. Merci d'être venu, vraiment. Avec grand plaisir. Fait le déplacement. Avec grand plaisir. Du coup, ça, c'était le 2e épisode? Ouais. Ça Fantastique. publié en 2e. Fantastique. Merci à tous d'avoir regardé juste ici, si vous êtes encore là. N'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la bio. C'est un lien où justement il y a notre cours qui est hébergé. Donc n'hésitez pas à aller voir. Ça permettra de, si vous avez aimé le propos tenu ici, ça permettra de creuser et de... Ça devrait vous parler, ouais. Ouais, carrément. Et tu veux annoncer quelque chose, mettre... Oui, n'oubliez pas de vous abonner. C'est toujours très important, il faut suivre le podcast. Nous, on oublie. Mais oui, il faut pas oublier. 2e épisode, on veut qu'il y en ait une centaine, donc C'est bien abonnez-vous. qu'on ait des professionnels à chaque fois. Ils rappellent les bases. Ibra, la dernière fois, nous a défoncé. C'est vrai ouais. Ah ouais, la prochaine fois, vous le dites en début de vidéo, les gars. Ouais, t'inquiète, On va l'insérer au début. Ok, ok. Avant qu'on se quitte, j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu connais quelqu'un qui aurait le courage de venir avoir une discussion un peu profonde avec nous trois, enfin avec nous deux du coup, à 3, et qui aurait le courage de venir prendre ta place? Quelqu'un qui... Bah déjà, première question déjà ça. Et ensuite, est-ce que tu aimerais poser à cette personne une question que tu n'oserais pas forcément lui poser si tu le voyais là maintenant, mais qui, dans ce cadre-là, la question aurait du sens? Vous invitez le Raptor, Mhm. vous lui demandez qui est le plus fort au développé couché. Entre lui et toi? Ok. Je pense qu'il a arrêté d'en faire. Non, mais je pense- mais il y a eu une histoire dans le... Non, pas du tout. Ah, Non, c'est- pas du tout. Pas du mais tout. ok, avec Non, mais plaisir. ça pourrait être marrant. Ouais, avec plaisir. C'est clairement. c'est une petite touche d'humour. Bon, Ouais, carrément. je crois pas qu'il fait du développé couché, je pense qu'il fait plutôt poids du corps. Il fait du développé militaire, je crois. Il doit faire du développé aux haltères, développé couché, je sais pas. Mais oui, c'était pour la, En c'est tout juste cas, pour la petite blague. Ismaël, si tu viens sur ce podcast, va falloir qu'on parle de l'État. Je sais que c'est un sujet qui fait très cher. en ce Comment on lui a moment. dit ça? C'est de la menace presque. Non, mais... Il va falloir. Je sais que c'est un sujet qui lui est très cher. Il en parle beaucoup dans ses podcasts. Je trouve ça très intéressant, le positionnement qu'il a par rapport à ce sujet. Et je serais ravi d'en discuter avec lui. Parler de voilà. la psychologie C'est- du Raptor. Ça l'appel pourrait est être passé. intéressant. Magnifique. Merci Bah, à merci toi. Nassim. Bon, merci de m'avoir reçu, les gars. Avec C'est plaisir. un plaisir.